Packers, si je ne dis pas de bêtises. Représentant du MVP de la saison, quand même, faut pas l'oublier. Et puis enfin, bien entendu, notre expert receveur, expert Madden également sur Twitch. Mehdi Julien est de la partie. Salut Mehdi. Salut Greg, salut tout le monde, ça va bien? Bon, écoute, ça a l'air d'aller plutôt pas mal pour cette toute première mock draft du site, je le disais. Pour recontextualiser un petit peu la manière dont va s'organiser l'émission, on reste donc focalisé sur les choix, sur les 32 choix qu'on s'est chacun donc répartis. Donc il y a 8 choix par personne participant à ce live en l'occurrence. Et puis on va préciser pas de trade bien entendu pour cette toute première mouture. L'idée c'est vraiment d'identifier principalement les besoins et je le précise, on s'est un peu dispatché certaines équipes, notamment certaines de nos équipes de cœur. Et je précise également que pour jouer le jeu, notamment des front office tels quels, les équipes qui sélectionneront pour une équipe qui a plusieurs choix de draft au sein du premier tour sélectionneront forcément une deuxième fois pour cette équipe-là. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a une équipe qui sélectionne en numéro 5 pour les Giants, c'est cette même personne qui sélectionnera en numéro 7 pour les Giants pour avoir un minimum de cohérence dans les différents choix. Je vais essayer de retrouver rapidement le chat parce que je ne l'avais pas sous les yeux. Je vais en profiter pour vous saluer dans quelques minutes. Mais on va commencer tout de suite, messieurs, si vous le voulez bien, avec le premier choix de cette mock draft 2022. Et alors, pour le coup, c'était Jean-Mi qui s'y collait. Si Jean-Mi nous reçoit toujours, bien entendu. Jean-Mi figé. On a perdu Jean-Michel déjà pour le début, ça commence pas mal. Et j'ai même pas les anti-sèches en plus. C'est même pas comme si je savais. Je le vois bouger. Je le vois bouger légèrement. Est-ce que tu nous reçois, Jean-Mi? Est-ce que Marseille est toujours avec nous? Ouais, trop puissant. Ouais, on est là. Alors, le premier choix, du coup, des Jacksonville Jaguars, c'est toi qui t'y colle, mon cher Jean-Mi. On sait qu'il y a 2, voire 3 noms, en fonction de ceux qui font les mocks, qui ressortent pas mal au cours de ces derniers jours. Qui vois-tu arriver dans la Floride avec ce premier choix de draft? Ah, Jean-Michel. Le suspense est insoutenable, Jean-Michel. On va essayer de récupérer dans quelques secondes. Ah, pourtant, on l'avait super bien. Enfin, c'est vraiment. Tu nous entends? Bon, apparemment, ouais, je vous entends bien. Non. Au pire, écris ton choix à Camille et puis on le commentera. Mais on va essayer de faire ça parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. En plus, c'est même pas comme si on ne pouvait pas lancer les hostilités. Mais ouais, très clairement, il y a plusieurs choix qui revenaient assez souvent avec le numéro 1. On a longtemps abordé notamment les 2 pass rushers principaux qui étaient Aidan Hutchinson et Kayvon Thibodeaux, defensive end notamment de Michigan et d'Oregon, respectivement de Michigan et Oregon. Et c'est vrai qu'il y a d'autres noms qui ressortent un peu plus ces dernières heures, ces derniers jours, avec la possibilité, par exemple, Evan Neal, le tackle d'Alabama, quand on sait qu'un autre tackle d'Alabama actuellement, à savoir Cam Robinson, ne donne pas pleinement satisfaction du côté des Jaguars. Est-ce qu'on a Jean-Michel avec nous ou toujours pas? Bon, j'ai l'impression que la connexion est un petit peu compliquée. Ouais, ça semble compliqué. Bon, bah écoutez, sinon on va improviser, on va faire comme ça, et puis en espérant qu'on retrouvera Jean-Michel pour son choix suivant, et en espérant ne pas me tromper sur sa prédiction. Je vais essayer de retrouver Ah voilà, c'est bon, il m'a transmis le message en MP. Donc, merci à Jean-Michel. Donc, en numéro 1, les Jacksonville Jaguars, Camille sélectionne Aidan Hutchinson, defensive end de Michigan. Donc, du côté de Jacksonville, choix qui peut diviser très clairement, messieurs. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. C'est vrai que Aidan Hutchinson a eu cette production absolument dingue en 2021 dans le sillage d'une équipe des Wolverines qui s'est qualifiée en playoff. Maintenant, il y a toujours cette comparaison avec Kayvon Thibodeaux et du coup avec possiblement un tackle. Est-ce que c'est un choix qui vous paraît cohérent? Je vais peut-être commencer par Alex. Cohérent, oui, à partir du moment où c'est un joueur qui est plein de qualité, qui était en course pour le Heisman, il aurait peut-être même dû l'avoir, enfin ça c'est un autre débat. Par contre, c'est vrai que pour les Jaguars, dans la mesure où il y a déjà Josh Allen, le pass rusher, et qu'ils ont drafté il y a 2 ans, Kevin Chaisson, qui s'était lui-même décrit à l'époque comme le joueur le plus talentueux de sa QV, ça peut laisser penser qu'ils sont déjà blindés en pass rusher. Donc moi, je serais peut-être parti sur un tackle. Mais par contre, clairement, Hutchinson, de par sa production et
ces différentes qualités, je pense que ça peut pas être un mauvais choix. Voilà, certains le comparent un peu à Nick Bosa. Pourquoi pas? Donc c'est un joueur qui sera titulaire et efficace dès le premier week-end de septembre. Mehdi? Moi, je suis assez d'accord avec Alex, mais je serais parti aussi sur un tackle parce que même s'il n'a pas fait une belle saison, Trevor Lawrence, faut le protéger et c'est leur pipite, quoi. Donc je pense qu'il faut faire fructifier leur premier choix de l'année dernière, donc avec Evan Neal. Donc je serais parti plus sur celui-là. Alors, je regarde rapidement certaines réactions qu'on a sur le chat. On a Malaki, par exemple, qu'on salue, qui nous dit tackle et edge, de toute façon, seront des besoins pour les Jaguars. C'est très clairement le cas. Et ça va être le cas pour beaucoup de franchises, en l'occurrence, le besoin de se renforcer dans les tranchées. Et pour Jacksonville, autant qu'une autre. J'avais dit Evan Neal du côté de Nolive 9, qu'on salue également. On passe le bonjour également à Brian The Fly. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser votre retour. Je suis enfin connecté sur le chat qui était un petit peu capricieux. Donc voilà, j'essaierai de recueillir un petit peu vos sensations à chaud concernant les priorités que vous jugez nécessaires éventuellement pour vos franchises au cours des semaines à venir. Donc en numéro 1, les Jacksonville Jaguars ont donc sélectionné Aidan Hutchinson, edge rusher de Michigan. On passe au numéro 2, à savoir Mehdi, qui va sélectionner pour les Detroit Lions, qui atterrit justement dans le Michigan, mon cher Mehdi. Donc dans un monde idéal, j'aurais choisi un quarterback, mais je vais partir sur Kayvon Thibodeau, donc un edge rusher, parce que ils ont des besoins partout, et je pense que pour moi en 2 c'est vraiment le meilleur prospect possible. Il peut garantir, on va dire, un beau pass rush dès la première saison, même s'il y a petites inconnues quand même sur sa production. Peut être un boom or bust. Et j'espère que ça va un boom. Alex? Oui, je partage ce choix. Je m'attendais à l'avoir en 3, donc je suis un petit peu déçu. Mais, oui, parce qu'Alex va sélectionner pour les Houston Texans. Mais clairement, il y a tellement de manque dans cette équipe de Détroit, qui pourtant a montré quand même pas mal de courage, qu'il faut prendre, je pense, le meilleur joueur disponible. Ça aurait pu, donc on vient de le dire, ça aurait pu se discuter avec un tackle, mais ils ont déjà pris... son nom m'échappe. Penny Sewell. Penny Sewell d'Oregon l'année dernière, donc je pense pas qu'ils reviennent sur un tackle cette année. Donc oui, c'est très logique de prendre un pass rusher. Surtout qu'il faut gêner les passeurs dans la NFC Nord, donc c'est un bon choix. Ouais, c'est vrai que Baptiste nous le faisait remarquer sur le chat, c'est vrai qu'il retrouverait en l'occurrence Penny Sewell, petite firme d'Oregon qui tournerait à plein régime. Alors c'est vrai qu'il y a cette petite interrogation qui va être intéressant Jean-Michel est de retour. De relever du côté du Combine. Alors je l'ai pas encore à l'écran, Jean-Michel, donc moi je l'ai. Ah, ça y est, je le vois peut-être réapparaître. Est-ce que tu nous entends, Jean-Michel? Combien réclament tes ravisseurs, Jean-Michel? Ah, le bonheur, c'est... D'accord, bon, bah écoutez, on va voir. Du coup, oui, par rapport à ce que je disais, donc le combine, ça va être quand même un élément assez important. J'ai du mal à comprendre un petit peu la cote un petit peu descendante de Kayvon Thibodeau ces derniers jours, alors que je suis quasiment persuadé qu'au combine, il va tout déchirer. Et c'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'il annonce dans ses déclarations. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose à surveiller, mais c'est vrai qu'il y a une polyvalence intéressante, mais c'est vrai que sa polyvalence va peut-être un petit peu desservie dans les rangs universitaires, en tout cas ces derniers mois du côté d'Oregon. Ton troisième choix, Alex, ton premier choix en l'occurrence, mais qui représentera le troisième choix de cette mock draft 2022. On nous dit c'est Victor qui a saboté Jean-Michel. Merci à Gigi Quick. Donc j'espère que je n'écorche pas le nom. Donc on t'écoute. Pas de pass rusher, j'imagine, en tout cas avec ce troisième choix, vers qui peuvent s'orienter les Texans qui ont énormément de besoins, mon cher Alex. Ouais, me voilà bien embêté. Ok. Faut qu'on passe sur Zoom. Après, ça explique là, d'accord. Très bien. Bon, on passera sur Zoom juste après. Alors, c'est de la popote interne, mais en tout cas, on reviendra très très vite. Dis-nous. Écoutez, je vais partir sur le safety de Notre-Dame, Kyle Hamilton, qui pour moi est le joueur avec le plus de talent sur mon board.
sachant que c'est un safety, mais c'est plus que ça, d'après moi. Je pense qu'il aura un impact immédiat pour les Texans. Ça peut devenir le nouveau capitaine de leur défense. Donc, je pense que c'est un choix qui coule de source si on part sur la valeur, enfin sur le talent du joueur. Après, je sais qu'un safety en 3, c'est pas très fréquent, mais ça me semble être un bon départ pour construire. Il peut apporter sur la couverture, il peut apporter contre la course, son leadership, son expérience aussi des matchs importants. Dans une équipe qui va être dirigée par un coach qui vient d'université, enfin après une carrière NFL, mais qui vient de passer par l'université, c'est certainement un bon compromis pour tout le monde. Donc voilà, Kyle Hamilton, Notre-Dame. Mehdi, est-ce que tu as un avis sur Kyle Hamilton? C'est le meilleur safety de la QV, il n'y a pas de discussion. Je pense que c'est même peut-être le seul safety du premier tour. Il est ultra polyvalent, il est bon, il est fort. Et franchement, après, je ne serais pas parti sur un safety forcément chez les Texans, mais c'est forcément un bon choix. Oui, c'est vrai que ça fait quand même quelques mois maintenant que les Texans en plus souffrent un petit peu contre la passe. Et voilà, comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai qu'il y a non seulement cette capacité à être plus efficace sur la couverture que n'ont pu l'être les derniers defensive backs du côté de Houston. Alors, je parle dans l'intégralité, bien entendu. Mais voilà, en plus d'apporter cette polyvalence qui pourrait être intéressante au sein des différentes, au sein d'une AFC Sud, ne serait-ce qu'au sein de l'AFC Sud, pour le moment. On va faire juste un petit break, du coup, et on se retrouve dans quelques petites secondes pour revenir sur le 4e choix consacré aux New York Jets. Ok, et ben du coup, je fais la transition. En attendant que Grégory reprenne les rênes, le voilà. Est-ce que tu me reçois, mon petit Alex? Ouais, moi je t'entends parfaitement. On fait les tests en direct. Ouais, vas-y. J'ai raté la fin de vos commentaires sur ce pic. Donc voilà, mais sinon tout va. On disait que tu étais clairvoyant comme toujours. Et on a hâte d'entendre tes prochains choix. Voilà, je crois qu'on a récupéré Mehdi également. On espère qu'on va retrouver Jean-Michel et que les problèmes d'Internet ne sont pas plus coriaces que prévu, puisqu'en l'occurrence, on doit avoir Jean-Michel pour le 5e choix et le 7e choix, en l'occurrence, des New York Giants. Donc, on espère que ce n'est qu'une question de secondes, en l'occurrence. Mais oui, on était globalement assez unanime pour te rejoindre, en effet, sur cette sélection de Kyle Hamilton. Juste peut-être le meilleur joueur disponible. Vas-y. Ouais, si je peux juste ajouter quelque chose, ça sera certainement l'objet d'une mock future, mais dans ce cas de figure-là, je pense que s'il n'y avait plus de edge, ça ne serait pas totalement improbable de voir Houston reculer un petit peu. Voilà. Oui, un petit peu, ouais. Je suis d'accord. Pour laisser peut-être la place à une équipe qui a un coup de cœur pour soit un tackle, soit peut-être un quarterback. Mais voilà, je pense que si les deux stars pass rushers sont partis, il faudra peut-être regarder de ce côté-là. Tout à fait. J'en profite parce que je ne l'ai pas dit, bien entendu, en début d'émission. Malheur à moi. On nous demande qui est à la technique, c'est bien entendu Camille, mais ce n'est pas lié à Camille, c'est le problème de technique. Je le précise. Mais voilà. Je suis très heureux d'avoir de nouveau Camille avec moi, parce que de toute façon, les Seahawks n'ont jamais de premier tour, mais notre représentant des Balbuzards, c'est toujours Camille, donc on s'en fout. Est-ce que Jean-Mi est avec nous? Ouais, désolé, là, j'ai souci technique juste au moment où il faut. Voilà. C'est pas grave. Bon, écoute, l'important, c'est qu'on ait quand même eu ton choix sur le premier. Donc, concernant les Jaguars. Est-ce que tu veux quand même rajouter un petit truc sur Hutchinson ou pas? Je crois qu'on va pas y arriver avec Jean-Mi ce soir. Voilà, là, c'est vrai bon. T'es revenu, tu nous as fait une belle grimace. Ah non, il y a mais un c'est deuxième incroyable. Qui est en préparation, Jean-Mi. Oh là là. Franchement, il y a les mêmes, c'est bon. Cet homme est une star. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur Hutchinson ou est-ce qu'on enchaîne? Oh, enchaînez, j'ai fait perdre du temps déjà. Hein. Ouais, désolé. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas fini en plus. 4e choix, du coup. On va passer aux New York Jets.
Et j'ai la lourde tâche de sélectionner pour les New York Jets. Et alors, je vais le dire très clairement, ça m'arrange cette situation puisque j'étais plus ou moins parti sur le meilleur joueur disponible. Il y a beaucoup de besoins du côté de New York, très clairement. Mais j'ai priorisé les tranchées qui me paraissent vraiment un besoin important du côté des Jets, notamment en attaque, où il faut absolument protéger Zach Wilson et ce trident de jeunes aux dents longues qui se dessine du côté de New York avec Wilson, Carter au poste de running back et Elijah Moore au poste de receveur. C'est important vraiment de blinder cette ligne offensive avec en plus un Mekhi Becton qui est blessé, un George Fant qui sera en fin de contrat l'année prochaine. Je suis parti sur Evan Neal tout simplement parce qu'il y a une polyvalence qui est vraiment appréciable. On dira il peut très bien démarrer en tant que garde dans un premier temps pour laisser la possibilité à Fant et à Becton de démarrer la saison prochaine et à terme se repositionner sur une position de tackle gauche. Et parce que je trouve que sur le pass pro, c'est... Alors, il y en a beaucoup. Les 3 principaux tackles, à mon sens, qu'on évoque souvent, sont assez excellents sur le pass pro. C'est même le cas pour certains des principaux linemen intérieurs, à mon sens. Mais voilà, je trouve que Evan Neal a quand même cette capacité à protéger efficacement le quarterback avec vraiment un premier contact extrêmement redoutable. Et je pense que ce serait une très, très bonne chose pour les Jets de réussir à le récupérer avec ce premier pick. J'en profite, je regarde le chat en même temps. Il y a Spawn 1966 qui nous dit Jean-Michel, il est pas pressé de parler en fait. Voilà. Et en effet, Jogagtou 14 qui nous dit talent générationnel Evan Neal, ça peut être considéré en tant que tel. Bah tiens, Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses d'Evan Neal? Ah oui, très bon tackle. Oui. Et puis au Jets, ça ferait un sacré duo avec Mekhi Becton, quoi. C'est vraiment la muraille de Chine de chaque côté, en fait. Donc oui, ce serait excellent pour Zach Wilson. Alex, Mehdi, je ne sais pas si l'un de vous deux a un avis particulier sur Evan Neal. Ou en tout cas, est-ce que vous auriez choisi un autre tackle? Parce qu'on l'a dit, ça peut être du Ekwonu, ça peut être du Cross. Pas de préférence de votre côté? Ça semble plutôt être effectivement le consensus, Neal comme tackle numéro 1. Pour moi, ça serait une upgrade par rapport à Fant, clairement. Comme tu l'as dit, il peut jouer à l'intérieur. Et surtout, quand tu as un jeune quarterback qui a montré quelques signes de progrès sur la deuxième partie de saison, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Et je pense aussi qu'il pourra certainement aider Carter sur la course, même si tu viens de parler du pass pro. Donc, de toute façon, blinder cette ligne, ça me semble la priorité. Très clairement. On me demande si Evan Neal est au-dessus de Sewell, selon vous. Non, moi, je pense comparer pas. les 2 meilleurs tackles. Pour toi, Sewell était quand même meilleur? Ah ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Je suis pas loin de le penser également. Donc, on va rester avec toi, Mehdi. Je demanderai ton avis tout à l'heure. On va essayer d'enchaîner assez rapidement vu qu'on a perdu un petit peu de temps tout à l'heure. Ton 5e choix, justement, Jean-Mi. On reste à New York avec la première sélection des New York Giants. Le board est un peu plus ouvert désormais maintenant qu'on a les 3-4 principaux noms qui sont sortis. Qui sélectionne qui les G-Men sélectionnent, pardon. Ouais, justement, je continue à faire mon boulet, mais du coup, j'ai pas du tout entendu pour les Lions et les Texans. C'est qui est parti? Ah, pardon. Alors, du coup, pour les Lions, on a Kevin Thibodeau et pour les Texans, Kyle Hamilton. D'accord, ok. Donc, du coup, j'y vais avec Ikem Ekwonu pour les Giants. Voilà, Ikem Ekwonu, c'est un tackle de North Carolina State. C'est quelqu'un qui est très costaud, qui, je pense, avec sa capacité en bloc, notamment en décrochage, sera très, très bon en tant que tackle droit. Et au pire du pire, il peut faire un excellent garde gauche ou garde droit. Et de toute façon, les Giants ont besoin des deux. Il faut vraiment qu'ils renforcent la ligne offensive. Il y a même le poste de centre qui serait un poste à renforcer. Donc, du coup, je pense que Ikem Ekwonu, c'est vraiment le choix sûr parce qu'il peut jouer tackle ou il peut jouer au guard. Mais de toute façon, ça a l'air un très bon joueur, athlétique et qui peut apporter dans les 2 dimensions, c'est-à-dire en pass pro et en run block. Mehdi, un avis sur Ikem Ekwonu? Ouais, dans mon draft board et ma petite mock draft perso, je l'avais mis à la même position pour les Giants. Donc, il y a tellement de besoins mais je pense en tackle, c'est vraiment important. Ouais, très clairement. Pour donner une dernière chance à Daniel Jones. Oui, surtout que maintenant, Andrew Thomas commence à bien tourner. Donc, s'il arrive à avoir un deuxième tackle vraiment efficace, là, voilà, on pourra dire qu'a priori, en termes de pass pro, il est quand même plus ou moins bien protégé, surtout là encore avec un profil qui peut être garde dans un premier temps et être un excellent tackle par la suite. Mehdi, je vais te laisser la main avec le 6e choix pour les Carolina Panthers. Là aussi, gros point d'interrogation, pas mal d'énigmes du côté de Charlotte. Qui vois-tu arriver du côté des Panthers? Je continue chez les tackles et je choisis Charles Cross,
Donc pareil, un peu le même discours que pour les Lions. Si dans le monde idéal, s'il y avait un très très bon quarterback, je serais parti dessus, mais je pense pas qu'un quarterback vaut un 6e choix. Donc je partirais pour renforcer la ligne offensive des Panthers. Alex? C'est clairement un point faible pour les Panthers, la ligne. Donc, ça me semble être le choix de raison. Si je ne sais pas tellement quelles vont être leurs intentions au poste de quarterback, mais si on continue dans l'optique de Darnold, peut-être qu'il faut le protéger. Donc, mais comme l'a dit Mehdi, à cette position-là, en 6, c'est peut-être plus sage de prendre un tackle que d'aller chercher, de prendre un risque sur un quarterback. Quelqu'un aurait pris Pickett, par exemple, ou un autre quarterback, parce qu'on nous demande, du coup, alors, il y a Nolive 9 notamment qui soulève ça. Alors, il y a Sushi qui nous demande est-ce que les QB de cette draft sont si mauvais que ça? Ils sont A pas priori, mauvais, ils sont quand même un peu mais moins cotés que l'année dernière, si on compare. ils sont pas mauvais, mais c'est pas le meilleur niveau. C'est pas un aussi bon niveau que l'année dernière, quoi. C'est pas complètement différent. On a pas mal de QB qui, on va dire, sont potentiellement en développement. Donc, c'est vrai que ça peut en effrayer certains. On sait qu'un Malik Willis a marqué des points au combine, mais reste encore très, très brut. Kenny Pickett, il y a cette fameuse question des mains, même si je ne suis pas sûr que ça va rentrer dans notre équation aujourd'hui. Mais voilà, en l'occurrence, on est plus parti sur un tackle du côté de Mehdi et des Panthers avec Charles Cross, l'offensive tackle de Mississippi State. Mine de rien, donc 3 tackles dans le top 5, dans le top 6, pardon. C'est quand même une tournée assez notable. Je ne sais pas si on a déjà eu des classes de tackle. Peut-être qu'il faut remonter à 2013 avec cette formidable classe Fisher, Jokel, Johnson. Pour ceux qui s'en rappellent, voilà, de bien beaux souvenirs en l'occurrence. À l'époque, il y avait une belle cuvée de quarterback aussi, parce que je crois que c'était la cuvée où EJ Manuel avait été drafté en milieu de premier tour. Jean-Mi, on revient vers toi. La sélection des Giants, ils ont donc sélectionné Ikem Ekwonu, l'offensive tackle de NC State, avec le 5e choix. Qui est le 7e choix sélectionné par les Giants? Moi, j'y vais avec un général en défense. Voilà, c'est vraiment ce qui leur manque, un vrai général en défense. Et j'y vais avec le linebacker Devin Lloyd de Utah. Pourquoi Devin Lloyd? Parce que vraiment, il sait tout faire. Il est grand, il est rapide, il est bon en couverture. Et puis surtout, il y a un nouveau coordinateur défensif, c'est Martin Dell. Et on l'a très bien vu avec les Ravens, son utilisation du blitz. Et Devin Lloyd, je veux dire, voilà, quand on voit, il a fait encore une vingtaine de plaquages pour perte. C'est vraiment le joueur qu'il faut, je pense, dans le système de Martindale. Ça risque d'être un démon. Et c'est vraiment ce qu'il leur faut. Alors oui, bien sûr, il leur faut toujours un petit peu peut-être un autre pass rusher, etc. Mais je pense surtout à un vrai général de défense qu'ils n'ont plus depuis Antonio Pierce. Et je pense que Devin Lloyd est vraiment ce joueur. Je suis pas loin de penser la même chose. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de défauts en défense, Alex, mais c'est vrai qu'en inside linebacker, il va peut-être y avoir des besoins. Quel manque de respect pour Blake Martinez. C'est gratuit, ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Non, mais blague à part, en plus, j'ai jamais été un fan de Martinez et il reviendra de blessure, donc on ne sait pas tellement dans quel état. Non, ça me semble être une bonne idée. Lloyd, c'est un joueur, Jean-Mi l'a très bien décrit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est effectivement certainement le chaînon manquant. Il y a un backfield qui a un gros potentiel dans cette équipe des Giants, même si ça manque de régularité. Et effectivement, ce deuxième rideau, si on part du principe que les defensive tackles, ça tient la route, c'est certainement ce qui manque avec le pass rusher, mais bon, le pass rusher, la QV est profonde. Donc, on sait quand même qu'un linebacker, ça peut, même si la position est parfois dévaluée, ça peut quand même changer pas mal de choses. On l'a vu avec notamment Devin White aux Bucks ou un Wagner même encore aujourd'hui aux Seahawks. Donc, je pense que ça peut être effectivement une plus-value instantanée et vraiment nécessaire et profitable. Alors, je le reprécise juste pour ceux qui auraient pris éventuellement l'émission en cours de route. Johnny Zarin, notamment, qui nous dit y aura-t-il des trades dans votre mock? Pour cette première édition, non. On prend vraiment les picks telles qu'elles sont programmées dans la draft. Il y aura une mock spéciale trade prévue dans les semaines à venir. En l'occurrence, pour cette émission, ce ne sera pas le cas. Encore une fois, je le redis, l'idée, c'est vraiment de prioriser les besoins. Donc, on va vraiment rester avant tout là-dessus pour les différentes franchises concernées. On nous demandait éventuellement pourquoi pas Nakobe Dean. Alors, c'est vrai c'était un peu un grand débat entre les deux hommes. Il y a peut-être un profil un peu plus complet pour Devin Lloyd, notamment en termes de couverture. Je pense que c'est quelque chose qui peut plus jouer en sa faveur, même si on a vu que Nakobe Dean savait faire énormément de choses au sein de la défense du champion national Georgia.
On en vient justement à une franchise de Géorgie avec le 8e choix, je m'y colle. Les Atlanta Falcons sont donc sur l'horloge et j'aurais pu aller vers un quarterback, messieurs. J'aurais pu sélectionner le premier quarterback de cette QV, très clairement. Mais je reste en défense, puisqu'en l'occurrence, le pass rush est une petite catastrophe. Et je ne sais pas si ça va vous étonner, vous choquer. Je ne sais pas, le numéro 8 va vous surprendre, comme dirait l'autre. J'ai choisi de sélectionner un ancien régional de l'étape, Jermaine Johnson, edge rusher de Florida State, anciennement donc Georgia. Pour pas mal de choses, je trouve que c'est un profil extrêmement polyvalent. J'aime beaucoup ce que propose un George Karlaftis, que je trouve extrêmement complet sur le pass rush et contre la course. Mais je trouve que Jermaine Johnson a vraiment cette capacité à être hyper polyvalent et être un joueur assez précieux dans le système défensif qui est mis en place par Dean Pease. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu ce profil avec un Jermaine Johnson qui, globalement, sort d'une énorme saison à Florida State, qui avait déjà été très, très productif la saison d'avant du côté des Bulldogs, qui, pour le coup, contre la course, ne démérite pas, qui peut être une vraie menace sur troisième tentative. Et de toute façon, voilà, des fois, on parle d'un corner éventuellement qui sera un besoin pour Atlanta. On peut enquiller tous les corners de talent qu'on veut. S'il n'y a pas de pass rush derrière, ils ne serviront à rien concrètement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette direction de Jermaine Johnson du côté d'Atlanta. Mehdi, est-ce que tu as un avis? Je serais parti sur un autre poste de défense, mais tout à fait pass rusher, c'est, on va dire, un bon choix. Moi, je serais plus parti sur cornerback, mais bon, c'est un petit avis, c'est tout. Alex, Jean-Mi, un avis là-dessus? Moi, ça m'embête pour mes choix futurs, mais c'est un super choix. On va le court-circuiter toute la soirée. Je l'avais très haut, Jermaine Johnson. Donc, pass rusher de Florida State, à l'image un peu de son prédécesseur Brian Burns, je pense qu'il va pouvoir contribuer très, très vite. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui va faire du bien aux Falcons. Donc, c'est un bon choix. Jean-Mi, tu allais dire quelque chose? Ouais, ben c'est vrai qu'un quarterback du futur, ça aurait pu être intéressant. Il y a Josh Rosen. Ouais, qui est disponible. Ouais, si tu veux, ouais. Après, Jermaine Johnson, il a une grosse hype là. Bon, moi, je trouve que top 10, pour l'instant, c'est un poil haut, mais après, pourquoi pas? C'est une position qui y a vraiment un besoin. En plus, on a vu, c'était aujourd'hui, je crois que Dante Fowler n'est pas retenu. Donc, il leur faut absolument quelqu'un à l'extérieur. Donc, oui, pourquoi pas Jermaine Johnson? Mais bientôt, il va falloir qu'ils pensent quand même au futur, à l'après Matt Ryan. Oui, bah ça, on est d'accord. La question va forcément se poser à un moment donné. On passe au numéro 9. Je reviens vers toi, Alex. Le choix Nathaniel Hackett, toi qui le connais plutôt pas mal depuis quelques années maintenant. Quelle direction il prend avec ce 9e choix des Broncos? Est-ce qu'on va enfin vers un quarterback? Eh bien oui, le premier quarterback de cette QV pour Touchdown Actu, ça sera Kenny Pickett, le quarterback de Pittsburgh. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les Broncos sont une équipe hyper complète à qui il manque un quarterback. C'est à peu près ce que je pense. Il y a des cibles, il y a une ligne, il y a une défense correcte. Pour moi, je ne vais pas débattre du choix Hackett, que je n'ai pas spécialement compris, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, Pickett, je pense que c'est certainement le quarterback aujourd'hui qui est, mine de rien, le plus prêt à débuter, même si ça pouvait être très discutable en début de saison. Il semble pour moi, et surtout aux Broncos, capable de débuter en septembre. Mon cher homonyme Drew Lock n'a pas franchement confirmé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Bridgewater, pour moi, c'est pas non plus un choix d'avenir. Donc voilà, Pickett, c'est pas le plus gros bras de la QV, mais il est précis, c'est surtout un gros leader et je pense que les Broncos, ils en ont besoin. Il est assez mobile dans sa poche, donc ça me semble être un choix intéressant avec Jerry Jeudy, avec Courtland Sutton et Noah Fant. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. En plus, voilà, il aura des cibles, il sera un peu protégé. C'est un bon contexte pour lui, c'est certainement aussi un bon contexte pour Denver. S'ils ne font pas de move pendant la free agency, enfin avant la draft. Donc, ça me semble être le choix le plus cohérent. Donc, c'est relativement assez... tu es rejoint, je veux dire, sur le chat. Globalement, on a Sarah Vert qui nous dit Pickett, c'est le choix safe. Jojo Nizarin, notamment, qui nous dit Pickett est le plus NFL ready sur cette classe. Baptiste qui est un peu étonné d'être devant Matt Corral. Après, Matt Corral, on rappelle qu'il y a quelques petits soucis de blessure encore qui doivent être éclaircis. Et que voilà, il y a pas mal.
Il y a pas mal de c'est juste, spécificités aussi à l'attaque d'Ole Miss qui voilà. vont être à Et mettre en avant. Ouais. c'est ça, et là, c'est un choix pour les Broncos. C'est pas forcément, ça veut pas dire que je préfère pas Matt Corral, parce qu'en l'occurrence, c'est le cas. Mais pour les Il est plus Broncos, adapté. voilà, je pense que Kenny Pickett est plus adapté, et je pense que Corral, on va en reparler plus tard dans la soirée. Je pense également. Mehdi, Jean-Michel, ça vous paraît déjà, ça vous paraît logique, Pickett numéro 1, enfin premier quarterback de cette QV? Ça se discute après. C'est vrai que Matt Corral est. Alors, tu parlais de mobilité pour Pickett, oui, c'est sûr, mais il est encore plus mobile, Matt Corral. Moi, à la limite, je préfère Matt Corral. Mais c'est vrai que quelque part, on pourrait presque parler d'une jurisprudence Mac Jones avec Kenny Pickett, parce que c'est un peu le même type de profil dans le sens où c'est un lanceur depuis la poche qu'on connaît déjà depuis des années, mais qui n'avait pas vraiment explosé. Et puis là, il explose. Et il montre une capacité à savoir gérer une attaque. Et en fait, il leur manque que ça aux Broncos, parce que la ligne offensive, bon, il y a encore des retouches à faire, mais elle est pas mal. Ils ont beaucoup de receveurs. Ils ont également de très bons coureurs. Donc, du coup, il leur faut absolument un quarterback. Alors, pourquoi pas Pickett? Parce qu'il a l'air fiable. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a un trait élite dont on se dit, oui, lui pourra emmener la franchise très loin? J'en suis pas certain. En même temps, je suis pas certain pour Corral non plus. Mais il a l'air fiable, donc du coup, est prêt à jouer maintenant. Parce que de toute façon, il a 24 ans, donc même sa marge de progression, elle n'est pas énorme, mais tu peux l'utiliser dès l'année prochaine. Et donc, du coup, moi, ça me paraît le choix logique. Si je devais prendre un quarterback pour les Broncos, je prendrais Pickett. Mehdi? Pareil, je partirais pas sur ce quarterback-là, mais c'est un bon choix, Pickett. Ça reste comprends assez la logique. safe. Ouais, je comprends. Après, voilà, c'est goût et couleur. Chacun a son choix, quoi. Tout à fait. On termine ce top 10 avec le choix des New York Jets, le numéro 10. J'ai sélectionné en numéro 4 pour piquer Evan Neal, tackle d'Alabama. Eh bien, je reste sur les lignes avec ce 10e choix, puisque avec le pick numéro 10, les New York Jets sélectionnent George Karlaftis, defensive end de Purdue. Alors, on le sait, Robert Saleh s'est fait une petite réputation avec des lignes défensives, on va dire, en rotation du côté de San Francisco. Ça aide quand on a une ligne défensive en rotation avec beaucoup de choix du premier tour, comme c'était le cas ces dernières années du côté des Niners. Et je pense que ça fera pas de mal à cette équipe des Jets qui, hormis Quinnen Williams, alors on attendra de voir comment ça se passe avec Carl Lawson à son retour de blessure, mais on a un petit peu de mal à générer de la pression du côté des Jets. On a eu en tout cas du mal à générer de la pression de manière assez régulière en 2021, et c'est ce qui m'amène à aller plutôt vers George Karlaftis, qui, comme je le disais tout à l'heure, présente en plus un profil assez complet, donc capable de sévir contre la course. On sait que par exemple, au moment où il faudra croiser par exemple les Patriots 2 fois dans la saison, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose de l'avoir en son sein. Est-ce que globalement vous me rejoignez là-dessus, messieurs? Tiens, je vais demander l'avis peut-être à Alex. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Karlaftis, alors comme tu l'as dit, Saleh, il a montré qu'il fonctionnait bien avec les premiers tours sur la D-line, donc c'est tout à fait logique d'aller vers un pic comme ça. C'est même hautement probable. Karlaftis, c'est surtout un moteur énorme, infatigable, et comme tu l'as dit, qui peut contribuer aussi. Alors même s'il n'est pas hyper productif sur les sacs, je pense qu'il va quand même être une belle plus-value. Et il ne faut pas oublier que sur la ligne des Jets, avec Quinnen Williams, qui est quand même déjà un bon perturbateur, ça peut certainement aussi l'aider. Donc je pense que c'est un choix malin. On passe Alors, je vais juste récapituler du coup le top 10 de cette mock draft. On a donc en numéro 1 les Jacksonville Jaguars qui sélectionnent Aidan Hutchinson, defensive end de Michigan. En numéro 2, les Detroit Lions sélectionnent Kayvon Thibodeau, defensive end d'Oregon. En numéro 3, on a Kyle Hamilton, safety de Notre-Dame chez les Houston Texans. Ensuite, 3 tackles de suite. Numéro 4, Evan Neal d'Alabama chez les Jets. En 5, Ikem Ekwonu d'NC State chez les Giants. Et en 6, Charles Cross de Mississippi State du côté des Carolina Panthers. En numéro 7, Devin Lloyd, linebacker de Utah, drafté par les New York Giants. En numéro 8, les Atlanta Falcons sélectionnent Jermaine Johnson, edge rusher de Florida State. En numéro 9, le premier quarterback de cette QV, Kenny Pickett de Pittsburgh, sélectionné par les Denver Broncos. En numéro 10, les New York Jets qui récupèrent George Karlaftis, edge rusher de Purdue. On passe donc au numéro 11 et je vais redonner la parole à Mehdi pour la sélection très attendue des Washington Commanders. La première sélection des Commanders. Je sais que le monde l'attend avec impatience. Dis-nous tout, Mehdi. Je partirais sur le second QB de la draft. Je partirais sur Matt Corral.
Parce que je trouve que c'est avec les Broncos qui piquent assez haut, c'est l'équipe qui a un effectif un des plus complets. Je pense qu'il manque un QB pour que ça tourne vraiment, et je pense que Matt Corral, c'est plus NFL ready pour moi. Je vais juste répondre à Gigi Tweak. Concrètement, Corral, c'était une blessure au pied, hein, notamment qu'il avait eu du côté contre Baylor lors du Sugar Bowl. Et c'est en ça que je disais que ça pouvait être une problématique aux yeux des franchises, hein, pas pour moi, mais en tout cas de ce qui a l'air de ressortir. C'est que pour un joueur justement qui est capable d'utiliser sa mobilité, ça peut être embêtant. Voilà. Après, encore une fois, on a déjà vu des joueurs se rétablir pour bien moins que ça. Le processus de la draft étant celui-là, on peut être amené à penser que des franchises NFL vont peut-être vouloir prendre un petit peu moins de risques en sélectionnant un Kenny Pickett voilà, qui n'a pas eu beaucoup de soucis. Et comme je le disais tout à l'heure, Ole Miss, ça a joué beaucoup, on va dire, du up-tempo, une attaque très, 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 très rythmée avec vraiment pas mal d'options également. C'est pas vraiment dans les standards NFL. Enfin, en tout cas, c'est adaptable à certaines franchises, mais c'est pas. On va dire qu'il y a moins de marge pour s'intégrer à une franchise NFL que Kenny Pickett, qui a joué dans une attaque assez standard, un peu plus standard en l'occurrence du côté de Pittsburgh. Jean-Mi, est-ce que tu as un avis sur cette sélection de Matt Corral du côté de Washington? C'est un très bon choix, évidemment, c'est un très bon choix. Il leur faut un quarterback. Je veux dire, Tyler Heinicke, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème, mais il leur faut absolument un quarterback, que ce soit pour 2022 ou pour 2023. Et oui, moi, Matt Corral, ça me plaît bien. Je pense qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation, bon, comme beaucoup de quarterbacks, et notamment ceux de cette année. Mais justement, il peut prendre ne serait-ce que les 2 tiers de la saison. Et je pense que c'est un bon choix pour l'avenir. Déjà, c'est un vrai leader. Il sait passer, il sait courir. C'est quelqu'un qui est dur au mal. Moi, je pense qu'il peut faire quelque chose en NFL. C'est un très bon choix. Je vais te laisser la main, du coup, mon petit Jean-Michel, pour la 12e sélection, celle des Minnesota Vikings, désormais coaché donc, par Kevin O'Connell, ancien coordinateur offensif des Los Angeles Rams, qui est donc le premier choix de Kevin O'Connell du côté de Minneapolis. Eh ben, c'est quelqu'un qui va mettre tout le monde dans la sauce, en fait, puisque c'est Sauce Gardner, c'est le cornerback Ahmad Gardner de Cincinnati, parce que c'est vraiment un monstre, un monstre. Il est grand, il a de longs bras, il a suffisamment de vitesse. On l'a vu contre Alabama, même quand il n'est pas ciblé, eh ben, il contribue contre le jeu au sol, il va faire des plaquages pour perte. Il a vraiment tout. C'est quelqu'un qui n'a jamais concédé de touchdown en carrière universitaire. C'est vraiment un monstre. Donc, Ahmad Gardner, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Et en plus, ça tombe bien. Aux Vikings, ils ont besoin d'un cornerback. Et donc, du coup, voilà, Ahmad Gardner. Mehdi, un avis sur Monsieur Sauce? C'est pas mon cornerback préféré de la draft, mais c'est vrai que c'est un choix safe, et je trouve que les Vikings, ils en ont besoin. Franchement, leur défense, elle est belle. Je trouve que c'est une belle défense, mais il manque des cornerbacks. On est d'accord globalement. Alors, du coup, je rebondis sur la question qui était posée par Mika NFL, je crois, tout à l'heure, qui nous demandait un profil un peu agressif à la JC Horn l'année dernière. Alors, il n'a pas forcément les flags qui allaient avec la production de Horn l'année dernière du côté de South Carolina. Mais si on parle de profil assez agressif, je pense que Sauce Gardner, même s'il n'a pas été aussi souvent sollicité en 2021 qu'en 2020, parce qu'on l'évitait quand même assez allègrement, et ça en dit beaucoup sur ses capacités à être une menace, notamment à l'échelon supérieur. On a vu que, voilà, en homme à homme, ça peut être un joueur extrêmement dangereux, extrêmement agressif. Donc, voilà, je rejoins également cette sélection. Il me fait beaucoup penser à Brandon Browner, pour ceux qui se rappellent, le cornerback des Patriots et des Saints. Je ne sais pas si tu feras rêver beaucoup de monde avec ça, mais. Mais moi, je l'aimais bien. J'ai l'idée. Ouais, moi, je l'aimais bien. Il était bon. Voilà, et je remercie Jean-Michel d'avoir appliqué mon choix de tout à l'heure. Le 13e choix, justement, on va te laisser la main, Mehdi, pour parler des Cleveland Browns, l'autre équipe d'AFC Nord, qui a eu une saison un petit peu compliquée, notamment d'un point de vue blessure. Comment on se relève de cette saison délicate du côté de l'Ohio? Je partirais donc sur un receveur, et je partirais sur Garrett Wilson, le receveur, parce que il faut remplacer Odell Beckham. Et donc, je pense que c'est le meilleur coureur de tracé pour moi sur cette draft. Donc, je pense que ça peut être un bon receveur. Peut-être receveur numéro 1, pas tout de suite, mais il peut être très utile. Donc, on aura coup sur coup notre premier corner et notre premier receveur de cette QV mock draft. Alex, un avis sur Garrett Wilson? Ça te paraît logique que ce soit le premier receveur sélectionné? C'est ce qui ressort assez majoritairement globalement. Ouais, alors pour le coup, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le nom, mais je suis complètement d'accord sur la position. Après, je fais largement confiance à Mehdi pour évaluer les receveurs. Donc,
Après, voilà, Garrett Wilson, ça reste pour moi un receveur du premier tour, mais c'est pas lui que j'aurais pris là. Donc, mais voilà, mais ça reste un choix qui sera une plus-value pour les Browns de toute façon. Donc on est sur le débat, tiens d'ailleurs Jean-Mi, est-ce que pour toi Garrett Wilson c'est un bon fit pour le fait qu'il reste à la maison hein, dans l'état où il jouait cette saison, ou est-ce que tu serais à l'instar d'Alex peut-être parti sur un autre receveur? Non, moi, ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien parce qu'en fait, quand tu regardes les receveurs des Browns, ils ont Jarvis Landry, ils ont Rashad Higgins, s'ils le re-signent, ils ont des joueurs plutôt grands qui sont des mains fiables, etc. Mais il leur manque vraiment un petit peu de vitesse. Alors, certes, ils ont pris Anthony Schwartz l'année dernière, et puis Donovan Peoples-Jones, c'est pas lent non plus. Mais avoir vraiment quelqu'un d'explosif, c'est peut-être ce qui peut permettre à Baker Mayfield de passer la dernière marche, celle qui lui manque. Donc, du coup, moi, ça me va bien d'avoir Garrett Wilson. Alors je précise, il y a Sarah Baird qui nous parlait d'un autre receveur d'Ohio State, à savoir Chris Olave, hein, qui a une bonne cote également. Faut pas perdre de vue le côté un peu explosif du profil. Je trouve que, enfin, on en parlera peut-être sûrement tout à l'heure, mais voilà, Chris Olave, pardon, c'est très poli, c'est très, comment dire, c'est très propre en termes de tracé. Enfin voilà, c'est globalement carré comme joueur, mais ça a peut-être pas ce plafond, cette explosivité que peut apporter un Garrett Wilson et qui a l'air de faire pencher la balance en faveur de l'autre receveur des Buckeyes. Donc 13e choix, donc les Browns qui ont donc sélectionné Garrett Wilson. En 14e choix, les Baltimore Ravens sont sur l'horloge. Je suis devant un cas de conscience, messieurs. Puisqu'en l'occurrence, j'avoue que j'avais plusieurs possibilités sous la main. Notamment en attaque, où la ligne offensive notamment me posait question. Alors j'avoue qu'il y a un nom qui n'est pas encore sorti, qui est Kenyon Green, mais que je vois un peu plus performant dans un système offensif plus axé sur du pass pro, ce qui ne m'apparaît pas comme étant le cas du côté des Ravens. J'ai choisi quand même de privilégier la défense, qui a été anormalement en difficulté cette saison. Après, comme beaucoup d'autres équipes, ils ont été touchés par les blessures. Et j'aurais bien pris Sauce Garner du côté de Baltimore, ce qui est maintenant trop tard. Du coup, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais partir sur un lineman défensif. Et sur Marvin Lial, puisqu'en l'occurrence, Calais Campbell commence à avoir un âge un petit peu avancé, est agent libre. On sait que Derek Wolfe collectionne pas mal les blessures. Donc, même s'ils ont drafté Justin Madubuike il n'y a pas si longtemps que ça, il y a très clairement le besoin peut-être d'apporter un peu plus de 109, notamment sur le pass rush, qui est capable de faire Marvin Leal, que beaucoup considèrent, de par la polyvalence qu'il a montré du côté de Texas A&M, comme un potentiel très bon defensive end 34. Et on l'a vu sur certaines rencontres, encore une fois, où dès le premier contact, il arrivait vraiment à perforer les lignes offensives et à s'inviter dans la poche. Donc voilà, c'est tout ce qui pourrait faire du bien à Baltimore. J'allais dire de nouveau un peu d'agressivité. On a vu qu'ils ont des pass rushers qui sont capables de faire la différence plus sur les extérieurs. Je pense qu'avoir de nouveau un atout à la Calais Campbell sur le premier rideau, ce ne serait pas une mauvaise solution pour les Ravens. Du coup, Alex, tiens, qu'est-ce que tu en penses des Marvin Leal à Baltimore? C'est effectivement malin pour dans l'optique Calais Campbell. Là aussi, c'était pas forcément celui que j'avais en numéro 1 à cette position, mais pourquoi pas. Après, mine de rien, c'est une équipe qui a pas mal de besoins, je trouve, sur la ligne offensive, sur le backfield. Donc, c'est compliqué. Alors, il faut bien commencer quelque part. Donc, les tranchées, c'est la base. Donc, ça me va. Mais dis, Jean-Mi, vous auriez privilégié une autre position éventuellement pour Baltimore? Ouais, moi, ouais. Pardon, Mehdi. Ouais, Non, je non, serais peut-être. vas-y, Jean-Yves. Merci. Je serais peut-être allé sur Nako Bedin, tu vois, un linebacker, parce que je trouve qu'à côté de Queen, il leur manque. Ce J'ai serait vraiment hésité. bien. Ouais, ce serait vraiment bien, Nako Franchement, il Bedin. était juste en Hmm. dessous. Ouais, ouais. Après, il y a d'autres joueurs intéressants aussi, comme Tyler Linderbaum. Alors après, j'aime bien, moi, Devermay Leal. Le souci, c'est que, alors, je vais dire doublon, c'est pas un doublon, c'est bien d'avoir plusieurs bons joueurs, mais avec Madu Buquet, tu vois, je vois pas forcément un truc très complémentaire. Sur la D-line, il leur faut du renfort, surtout qu'il y a Brandon Williams qui est free agent, etc. Mais peut-être quelqu'un d'un peu plus mouse costaud, et donc peut-être que j'aurais attendu un petit peu et que j'aurais privilégié donc soit un Tyler Linderbaum ou alors soit j'aurais peut-être pris Nako Bedin. Mehdi? Moi, je serais parti plus sur cornerback parce que je trouve qu'il y en a des bons qui peuvent sortir à ce moment-là. Après, renforcer la ligne défensive, c'est toujours un bon choix. Oui.
J'avoue, j'avais pensé à Derek Stingley, mais voilà, bah, prendre un joueur qui est souvent abonné aux blessures du côté de Baltimore. Je pense qu'on a été un petit peu vaccinés Ils sont vaccinés, oui. au cours des derniers mois. Voilà, pour expliquer la logique. Je reviens vers toi, Alex, puisqu'on va te laisser la parole pendant pas mal de temps maintenant. Tu as l'honneur de piquer pour les Philadelphia Eagles. Et du coup, je sens le souffle chaud de Victor. Ah bah là, surtout que je crois l'avoir vu sur le chat tout à l'heure. On le salue d'ailleurs s'il est toujours là, mais ouais, On l'a vu chez Jean-Mi aussi. Hein, donc... Il paraît qu'il a acheté des sorts. Ouais. Tu as le 15e et le 16e choix des Eagles, Alex. On va commencer par ton pick numéro 15. Vers qui va-t-il? Alors, le pick numéro 15, les Eagles, c'est la bonne surprise de cette saison d'un point de vue résultat et une qualification en playoff. Mais c'est aussi, je pense, quand même une équipe qui est en train de changer un peu de génération. On a vu Brooks qui part à la retraite. Jason Kelce, ça va pas tarder. Je pense que ça va être une question de semaines. Donc, ils avaient un petit peu anticipé l'année dernière en sélectionnant Dickerson. Donc, je vais rester dans cette logique en sélectionnant, tu l'as cité, Jean-Michel, il y a quelques secondes, Tyler Linderbaum d'Iowa, le centre d'Iowa, dans l'optique donc de remplacer Kelce. C'est tout à fait le même style de joueur. Donc, pour moi, ça coule de source. On sait que Iowa, c'est aussi, comme Wisconsin, par exemple, une usine à lineman de qualité. On a le dernier en date, c'est Tristan Wirfs, par exemple, pour ne citer que lui. Donc voilà, ça me semble être un choix, on va dire, cohérent par rapport à la mutation de la ligne offensive. Ouais, on nous demande, Jean-Michel, sur le chat, je crois que c'est Mika NFL qui nous demande si Linderbaum, ça a le potentiel d'un Ragno, par exemple. Ah oui, oui. Alors c'est différent au niveau du profil parce qu'il est moins imposant, mais alors par contre, il est beaucoup plus agile. Donc c'est vraiment excellent. Il réagit très très vite dès que le ballon est engagé. Et puis quand on est en situation de course, il décroche très très bien. Et les Eagles, ils courent beaucoup. Donc du coup, ça serait vraiment un choix parfait. Et si on fait la comparaison avec Ragno, je pense que notre ami il parle surtout en termes de potentiel et de valeur. Oui, c'est tout à fait de ce niveau-là. Parce que Tyler Linderbaum, vraiment, il est impressionnant. Impressionnant. Bon, en tout cas, je vois que Jogactu, par exemple, est assez d'accord avec ce choix également, gros joueur et explosif. Ton 16e choix, Alex? Alors, c'est compliqué. J'ai beaucoup hésité. Je me suis fait encore couper l'herbe sous le pied. Il y a encore pas mal de besoins dans cette équipe, mais je vais partir sur Trevon Walker, Edge de Georgia. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, on a Barnett en fin de contrat, on a Graham qui a 33 ans, on a Kerrigan qui a 33 ans. Donc, il faut là aussi penser à renouveler tout ça. C'est un joueur qui est très polyvalent. Il a largement contribué, mis sa pierre à l'édifice dans le titre de Georgia cette année. Je pense qu'il a un potentiel, il a un plafond qui est assez haut et il va lui falloir certainement un petit peu de temps pour atteindre son plein potentiel. Mais dans cette logique de préparation de l'avenir, ça me semble être un bon choix. Après, voilà, il y avait d'autres possibilités, mais il me reste un autre choix dans quelques pics. Donc, je pense que je pourrais. Voilà, j'aurais de quoi faire. Et puis, bon, mine de rien, les edges, ça passe. Et ça me semble être un nid important pour les Eagles. Mehdi, un avis sur Trevon Walker? Les edge chez Eagles, ils sont vieux. Ils ont besoin de renouvellement. Donc, il va apprendre peut-être 1 an ou 2 derrière Kerrigan, Graham et toute la clique. Et après, il prendra la relève, je pense. Donc, ça peut être un très bon choix. Alors, on nous dit un corner potentiellement, mais Alex l'a précisé, il y a encore un choix dans ce premier tour. Oui, encore un choix, c'est ça. Il y a du monde encore. Hein. Et on retournera du côté de Philly. Oui, il y a encore du beau linge, comme on aime bien dire. Donc voilà pour les 15e et 16e choix des Eagles. Jean-Michel, je te redonne la main puisqu'on va parler dès à présent avec le 17e choix des Los Angeles Chargers. Est-ce qu'on entoure Justin Herbert ou est-ce qu'on renforce cette défense du côté de Los Angeles? On entoure Justin Herbert. Ah, mais c'est lui la franchise, c'est lui le présent déjà, j'allais dire le futur, mais c'est déjà le présent de la franchise, donc il faut absolument l'entourer. Donc ils ont fait l'effort l'année dernière en prenant Rashawn Slater et ils ne se sont pas trompés, mais il faut continuer. Alors bien sûr, on pourra aller peut-être sur un tackle droit, mais moi je trouve qu'il y a encore un joueur qui est bien meilleur que les tackles droits disponibles, c'est un guard. Il s'appelle Kenyon Green.
Il nous vient de Texas A&M. Et pour moi, c'est vraiment le joueur qui leur manque. Voilà, c'est un monstre sur la ligne offensive. Il peut occuper quasiment tous les postes. Il peut même dépanner en tackle. Il est imposant pour le jeu de course. Il est mobile pour la protection. Franchement, en tant que fan des Raiders, je serais un peu dégoûté de voir Kenyon Green arriver aux Chargers. Mais bon, je leur souhaite quand même parce que c'est vraiment un super joueur. Et je pense que c'est ce dont a besoin Justin Herbert. Alex, après Rashawn Slater, ça aurait de la gueule un petit Kenyon Green du côté de Los Angeles. Ah, de la gueule, ça aurait de la gueule, c'est certain. Après, sachant que tu as Lindsay au centre et Boulaga, s'il ne se blesse pas côté droit, ça devient une ligne qui est vraiment très intimidante sur le papier. Maintenant, pour moi, la grosse faiblesse des Chargers, parce qu'ils peuvent marquer des points, ça on le sait, il n'y a pas de souci, même en l'état, c'est qu'ils prennent des wagons de yards au sol. Donc, je serais plutôt allé vers un defensive tackle pour essayer de bétonner et comment dire, de combler ce défaut. Voilà. On a Johnny Zarin, par exemple, sur le chat, qui me dit que le run-stop était inexistant. Alors lui, il aurait privilégié Jordan Davis, par exemple. Mais voilà, c'est vrai qu'on parle également du run-stop. Après, on est clairement, pour rejoindre un petit peu ce que dit Jean-Mi, sur de la politique du meilleur joueur disponible. Parce qu'en l'occurrence, Kenyon Green n'en est pas loin. Ça peut apparaître comme un petit luxe si après, la défense est considérée comme il faut. Là, c'est sûr qu'on reste en surface sur ce premier tour. Mais ça pourrait être une occasion rêvée pour les Chargers de renforcer encore plus leur O-line. On passe à présent au 18e choix. Mehdi, je te redonne la main pour évoquer les New Orleans Saints. Intersaison mouvementée, étonnamment mouvementée d'ailleurs du côté de la Nouvelle-Orléans avec la promotion de Dennis Allen pour remplacer Sean Payton en tant que head coach, qui sera son premier choix avec le 18e pick. Ouais, pour moi, ça sera un quarterback encore. Donc, ça sera Malik Willis. Parce qu'il faut mettre fin à la blague des 1000 et avoir un vrai quarterback. Alors, peut-être, je sais pas si Winston est encore sous contrat avec les Saints, mais si Winston est encore là, il peut, on va dire, peut-être. Bon, bah voilà, encore raison de plus. Fin à la blague de Taysom Hill, on le met direct titulaire. Il va apprendre sur le tas. Je sais que ça va être un peu dur, mais je pense qu'il a des armes autour de lui pour pouvoir apprendre à jouer à NFL. Il aura Camara à côté de lui. Donc un très bon running back qui va lui donner pas mal de soupapes de sécurité. Je pense que c'est un très bon choix. En effet, Jean-Michel, ton avis sur Malik Willis du côté de la Nouvelle-Orléans? Ah ben ça risque d'être rigolo quand même, hein, parce que il y a du travail avec Malik Willis. C'est vrai que le potentiel est là, il n'y a pas de problème. Il est extrêmement mobile. Si vous ne le connaissez pas, c'est impressionnant. C'est une véritable anguille pour gagner des yards. Vraiment, il s'échappe de la pression. Il a un bras très, très puissant. Mais alors, le problème des lectures, le problème de placement de balles, le problème, En fait, c'est un quarterback qu'il faut vraiment mettre en couveuse, je pense. Et est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de le faire aux Saints? Alors oui, c'est sûr, il y a toujours Taysom Hill, pourquoi pas. Mais je pense que même il devrait signer peut-être un vétéran s'il draft Malik Willis ensuite, parce que moi, je trouve qu'il est vraiment pas prêt. Oui, c'est sûr qu'il est assez brutal. Alors après, c'est vrai que, mine de rien, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Alors, étonnant, oui et non, dans le sens où, d'un point de vue statistique, ça a été assez criant en 2021. Les Saints, je crois, étant la plus mauvaise équipe en termes de yards à la passe de la saison. Mais c'est vrai que sur le chat, il y a on nous parle beaucoup de quarterback ou de receveur. Alors, c'est vrai que receveur, ça peut être une option, surtout si les Saints, par exemple, venaient à se débarrasser de Michael Thomas, qui a manqué la saison dernière et qui pèse très, très lourd désormais sur le salary cap. Mais voilà, après, c'est aussi une question de priorité. On est sur une classe assez profonde de receveurs. On n'aura clairement pas une classe aussi profonde de quarterback, croyez-moi. Donc, c'est peut-être aussi en ce sens que drafter un quarterback avant ne serait pas en soi une mauvaise idée. On revient du côté de Philadelphie. Alex, on t'a laissé le temps de cogiter un peu pour ton troisième choix. Après avoir sélectionné donc, que je ne me trompe pas, Taylor Linderbaum avec ton 15e choix centre d'Iowa et donc en 16e, Trevon Walker, edge rusher de Georgia. Qui sélectionnes-tu en 19e? Eh ben, je vais rester en défense. Je vais partir, attention, petite surprise peut-être, sur Andrew Booth Jr., le cornerback de Clemson. Tu l'as dit il y a quelques minutes, Darren Stingley, en termes de talent, c'est fantastique, mais je pense que Philadelphie, au niveau des blessures, ils ont donné. Donc, je ne sais pas tellement si ça va être dans leur optique d'aller chercher quelqu'un qui est injury-prone comme ça. Booth, c'est un joueur qui a des super qualités athlétiques. Il est rapide, il est vif, il est agile. Il est très bon pour changer de direction. Pour moi, il a un très, très, très gros potentiel également. Et je pense qu'avec Darius Slay comme mentor, ça peut très, très vite devenir un excellent cornerback.
En effet, je crois savoir que Victor Roulier est un petit fan d'Andrew Booth. Donc, je pense qu'il apprécie. Je me demande même si c'est pas lui qui t'a envoyé ce choix. Mehdi, est-ce que tu as un avis sur Andrew Booth, corner de Clemson? Bah, assez d'accord avec Alex, même si ouais, je pense pas que ce soit celui qui a le plus de talent, comme il l'a dit, mais c'est celui qui a l'air le plus safe au niveau des blessures, et ouais, je suis d'accord. Oui, en l'occurrence, on parle d'un profil assez spectaculaire. Hein, Andrew, on rappelle, c'est un joueur qui est assez performant contre la course, qui peut réaliser des catchs un peu de folie. Donc, voilà. Il peut peut-être apporter le côté, j'allais dire, peut-être plus flashy d'un Darius Slay qui est excellent sans être spectaculaire. Andrew Booth peut peut-être apporter ce panel en plus. La défense contre la passe des Eagles, qui ne serait pas une mauvaise chose. Après la sélection d'un edge tout à l'heure, en l'occurrence, Trevon Walker. On en vient au 20e choix, messieurs. Le choix des Pittsburgh Steelers. Je me suis habillé en front office aujourd'hui, je préviens. Et alors là, j'avoue, je suis pas mal embêté. Alors, j'ai 3 possibilités sur la table. Je vais le dire tout de suite. J'aurais pu choisir un défenseur parce que Nakobe Dean, en effet, ça peut correspondre à un besoin sur le poste d'inside linebacker. Maintenant, on est quand même sur une position assez dense, je trouve, pendant la draft sur ce poste de linebacker. Donc, peut-être que Pittsburgh sera tenté d'aller chercher un joueur un peu plus loin. Et après, il y a cette question du quarterback. Et c'est difficile. Alors, je suis persuadé que les Steelers vont aller chercher un joueur pendant la free agency ou via un trade. J'avais évoqué dans une émission la possibilité éventuellement qu'ils aillent chercher Garoppolo, au moins de manière un peu court-termiste. J'aurais pu choisir un quarterback, messieurs, je vais tenter un tackle. Est-ce qu'il y a un joueur plus Steelers compatible que Trevor Penning, tackle de Northern Iowa? Voilà, en termes d'agressivité, de main violente, c'est un poste à besoin. Alors, encore une fois, je le dis, j'ai beaucoup hésité, notamment avec Desmond Ridder, le quarterback de Cincinnati, pour ce 20e choix. Mais oui, pour moi, il faut malgré tout renforcer la ligne, et Trevor Penning a ce côté extrêmement polyvalent, et cet état d'esprit, je trouve, Pittsburgh, où il va réussir à être, je pense, un peu plus canalisé. On a vu que c'était un petit peu foufou au Senior Bowl, mais il y a déjà une telle base sur laquelle s'appuyer, notamment d'un point de vue, on va dire, technique et vraiment physique, que je ne me fais pas trop de soucis pour son intégration. On m'en parlait à droite, ça peut être une solution à gauche, hein, très clairement. Parce que je ne suis pas sûr que Dan Moore soit un choix d'avenir de ce côté-là du ballon, enfin de ce côté-là de la ligne plutôt. Donc voilà, c'est ce qui m'incite à aller plutôt sur Trevor Penning, même si bien entendu, il y a des besoins indispensables du côté des Steelers au cours de cette draft. Alex, un avis sur cette sélection des Steelers? Est-ce que tu aurais choisi la même chose ou est-ce que tu aurais privilégié un quarterback? C'est compliqué, les Steelers. Cette année, c'est très compliqué. Parce que est-ce qu'il y a un quarterback encore qui mérite d'être pris au premier tour? C'est discutable. Je suis assez de ton avis. Je me demande s'ils ne vont pas tenter un coup sur un vétéran qui pourrait être rendu disponible. Après, la ligne, c'est clairement pas ce n'est plus leur point fort, alors que ça l'était il y a encore 2-3 saisons. Donc, moi, j'adore Trevor Penning, donc je suis plutôt fan du choix. Mais il y avait, compte tenu de ce qui est encore disponible sur le board, je serais peut-être parti sur autre chose, mais c'est un bon choix malgré tout. Enfin, il y a pas un tackle normalement. Si tu te loupes pas, c'est une bonne value. Mehdi, tu aurais pris un QB? Non, je trouve pas qu'il y ait de QB qui valent un premier tour. Donc un tackle, vu la faiblesse de leur ligne, c'est un bon choix. Ouais, excuse-moi, je voyais Nolive 9 qui disait Desmond Ridder, tu peux l'avoir au deuxième, c'est de moins en moins sûr, hein, vu les nombreux échos qui sortent, et encore une fois, ce qu'on en a vu du côté de Cincinnati, même si c'était une équipe une équipe très très complète, c'est quand même le quarterback d'une équipe du Group of Five qui a atteint les playoffs. Donc voilà, on a vu la maturité, on va dire, qu'il a. On ne sait pas si le plafond est très élevé, mais on voit quand même que le plancher est assez solide, pour reprendre les expressions consacrées. Jean-Michel, tu aurais privilégié un quarterback de ton côté? C'est possible, hein, parce que moi, je ne serais pas choqué par une sélection de Desmond Ridder en 20. Il est grand, il est costaud, il a un bon bras, il est mobile, il est intelligent. Et en gros, il a tout ce qu'il faut. Juste, il faut corriger encore quelques petites choses. Mais franchement, moi, je trouve que c'est un bon quarterback. Après, Trevor Penning, bien sûr, c'est séduisant.
Il est grand, il est nasty, comme tu dis, vraiment, il fit bien avec l'image des Steelers. Et puis, bon, il leur faut un tackle. Donc, il y a Okorafor qui est free agent, qui n'est pas merveilleux non plus. Dans le Moore, il a fait des saisons rookie moyennes. Donc, ça se tient aussi de prendre Trevor Penning, il n'y a pas de souci. Mais je pense que s'ils font ce choix-là en se disant on va prendre Desmond Ridder au deuxième tour, ouais, non, je pense pas. Je pense qu'il sera plus disponible. Très bien. Mehdi, je ne suis pas le seul à être habillé en tenue de fonction, puisque tu vas sélectionner avec le 21e choix. Je vais juste te rappeler avant ça, bien entendu, les choix entre le 11e et le 20e choix pour le dernier top 10 qu'on vient de faire. On a donc envoyé Matt Corral, quarterback d'Ole Miss, chez les Washington Commanders. On a Sauce Gardner, cornerback de Cincinnati, à Minnesota. Les Cleveland Browns ont sélectionné Garrett Wilson, receveur d'Ohio State en numéro 13, en numéro 14. Demarvin Leal, defensive lineman de Texas A&M à Baltimore. Les Philadelphia Eagles, avec leur 15e et leur 16e choix, ont respectivement sélectionné Tyler Linderbaum, centre d'Iowa, et Trevon Walker, edge rusher de Georgia. En 17e choix, Kenyon Green a été drafté par les Los Angeles Chargers, donc le garde de Texas A&M. En 18e position, Malik Willis, quarterback de Liberty, chez les New Orleans Saints. En 19, les Eagles de nouveau ont sélectionné Andrew Booth, cornerback de Clemson, en numéro 20, donc Trevor Penning, tackle de Northern Iowa, sélectionné par les Pittsburgh Steelers. Je te redonne la main, Mehdi. Qui vois-tu attirer du côté de Foxborough? J'ai un choix cornélien entre soit corner, soit linebacker. Et je pense que je partirai sur Derek Stingley. Je tente le coup Derek Stingley pour avoir le remplaçant de Stephen Gilmore qui est parti. Parce que même si Jesse Jackson est très très bon, on l'a vu l'année dernière, Jonathan Jones n'était pas là. Et ça a manqué énormément dans le jeu de la défense aérienne des Patriots. Donc, en espérant qu'il reste sur ses deux jambes, je pense que c'est le meilleur cornerback de la draft. Donc, je pense que c'est un bon choix. Donc, tu n'es pas plus inquiet que ça par la classe de receveur? Non. Je pense qu'on peut aller chercher un receveur un peu plus loin. Et honnêtement, les Patriots ne draftent pas bien les receveurs au premier tour. Il paraît, ouais. Il paraît, donc, on va éviter. Il paraît. Alex, ton avis sur cette sélection? Oui, c'est logique, hein, le départ de Gilmore, Mehdi l'a dit, et puis Stingley, le talent pur, même si même s'il y a quelques red flags, c'est dans les mains de Belichick, ça semble pas du tout être une mauvaise chose. Oui, c'est sûr. Jean-Mi? Oui, très talentueux comme cornerback. Et puis voilà, ils l'ont dit tous les deux, ils ont besoin. Parce que oui, Jackson est excellent, même s'il est retenu, que ce soit par le tag ou un nouveau contrat, il leur en faudra un deuxième parce que Jalen Mills, c'est vraiment pas ça. Donc, puis Georgian Williams, lui, ils vont pas le garder, à mon avis. Et donc, oui, ça serait très bien Stingley. Il est hyper talentueux. Bon, alors après, c'est des soucis de blessure, mais bon, si ça marche, si ça clique, s'il reste en bonne santé, ça serait un style. Et moi, je pense aussi, comme Mehdi, que les Patriots vont attendre pour un receveur et vont y aller plutôt en défense au premier tour. Ouais. Je te laisse la main, Jean-Michel. Les Las Vegas Raiders sont sur l'horloge avec le 22e choix. Est-ce que le choix de Mehdi a été une aubaine pour toi? Ouais, just win, baby. Oui, effectivement, oui. Parce que j'avais peur qu'ils me prennent Nakobe Dean, le linebacker de Georgia, et donc du coup, il est disponible et c'est le joueur que je prends. Ben oui, j'imagine bien. Donc oui, Nakobe Dean aux Raiders, voilà, c'était une évidence. Alors une évidence, oui, on en parlait tout à l'heure de Jordan Davis, le mouse costaud, le defensive tackle. Vu qu'on va passer sans doute dans une défense en 3-4, il nous faut absolument un obstacle aussi, mais je pense qu'on pourra en trouver un plus tard. Avec Nakobe Dean 2 disponibles, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Il nous manque vraiment un leader, un général de défense. Et c'est tout ce qu'est Nakobe Dean. Donc, du coup, pour moi, c'est un no-brainer ce pick pour les Raiders, même si, bien sûr, il y a des receveurs très intéressants, même si même la ligne offensive doit être améliorée. Mais bon, voilà, le choix, il est évident. Si Nakobe Dean est disponible, c'est lui le choix. Bon, Raiders aurait bien aimé un receveur ou un cornerback. Mais là encore, il y a peut-être d'autres possibilités un petit peu plus tard, sait-on jamais. Mehdi, du coup, j'imagine que tu es d'accord avec ce choix, parce qu'a priori, c'est un joueur avec qui tu as hésité chez les Pats. J'hésitais parce que je voulais virer Bentley chez Patriots, mais oui, très très bon choix. J'aurais préféré Devin Lloyd, mais Nakobe Dean il est monstrueux, c'est un super joueur. Très bien, écoute, on va pouvoir passer au 23e choix, désormais le choix des Arizona Cardinals, et on va rendre la main à Alex. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Arizona? Quelle direction on prend? Alors, du côté d'Arizona, j'avais identifié deux besoins.
le pass rush, parce qu'on a Chandler Jones qui est en fin de contrat, et le poste de corner, qui pour moi reste quand même un point faible. Et j'ai choisi la deuxième option en partant donc sur McCreary, le cornerback d'Auburn. Voilà, donc pour moi, c'est le joueur qui va bien fitter dans cette défense à l'opposé de Byron Murphy. Il est bon en couverture, il est plutôt polyvalent. Il n'a pas peur de défendre contre la course, ce qui n'est pas toujours le cas des corners et notamment des corners rookies. C'est un bon plaqueur, c'est un playmaker. Donc ça me semble être pas mal dans ce second rideau. Je pense que c'est le choix de raison parce que je vois pas tellement, en fait, je sais qu'il reste des pass rushers sur le board, mais j'ai pas, moi, un coup de cœur pour aller mettre un premier tour, là. Mehdi, un avis sur Roger McCreary? Ouais, c'est un joueur qui était haut dans ma. Si Stingley n'était pas là, je pense que j'aurais pris McCreary. Donc, très bon choix. Même si, ouais, peut-être je serais parti quand même sur pass rusher, quand même. Ouais, Guigui Steelers nous dit McCreary, j'aime bien. En effet, c'est un joueur qui a globalement une bonne cote. Hein, même si a priori, il a des petites mains. Lui aussi. Ou des petits bras d'ailleurs. Je sais plus quelle était la distinction, mais voilà, un talent énorme, notamment contre la passe. Voilà, c'est un joueur qu'on avait vu notamment mettre pas mal en difficulté Ja'Marr Chase il n'y a pas si longtemps que ça du côté des LSU. Donc ça en dit long quand on voit la montée en puissance du bonhomme au cours des derniers mois. Jean-Michel, si tu veux donner ton point de vue sur McCreary, tu n'hésites pas. Et pour enchaîner derrière sur ton 24e choix qui concerne les Dallas Cowboys. McCreary, moi je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est un très bon corner. Et puis, oui, pass rusher, je ne dis pas que ce n'est pas un besoin, mais bon, il y a quand même encore Chandler Jones, il y a Marcus Golden qui a fait une très bonne saison. Donc, moi je partirai aussi sur un corner pour les Cardinals. Et au niveau des Cowboys, alors là, du coup, pour moi, c'est la ligne défensive. Et en fait, ouais, on en parle, mais je ne le prends toujours pas. Jordan Davis, il pourrait fitter là en besoin, mais je vais y aller sur un pass rusher. Il y en a un qui est disponible. Alors, il est très brut de décoffrage. Il a fait qu'une seule bonne saison, mais quelle saison? C'est David Ojabo de Michigan. Et je pense que si en plus il fait un très bon combine, il justifiera une sélection au premier tour. Je veux dire, ils ont deux Marcus Lawrence, mais de l'autre côté, alors Randy Gregory, le problème c'est qu'il a souvent les fils qui se touchent. Il est en plus en fin de contrat. Donc du coup, je pense que ça leur ferait vraiment beaucoup de bien d'avoir un deuxième pass rusher et pourquoi pas David Ojabo de Michigan. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter l'expression, il a les fils qui se touchent. Ça me paraît essentiel. Tiens, Alex, ton avis sur la sélection des Cowboys et sur cette arrivée de David Ojabo dans le Texas selon Jean-Mi? Oui, alors j'entends les louanges sur Ojabo. Moi, c'est pas un joueur qui me fait rêver. Je le trouve effectivement pas assez prêt pour être pris là. C'est pour ça que je n'ai pas fait ce choix avec les Cardinals. Je serais parti sur Jordan Davis, en l'occurrence, là, pour les Cowboys, qui me semble être un peu peut-être le chaînon manquant dans ce front seven qui s'est un petit peu transformé. Mais après, comme toujours, je suis là, j'écoute avec attention et respecte totalement l'avis sage de Jean-Michel. Tu veux dire quelque chose, Jean-Mi? Ouais, enfin, avissage, merci. Je ne sais pas si c'est un avissage, mais je voudrais juste dire qu'en fait, Jordan Davis, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est vrai qu'il est très impressionnant, mais j'ai du mal à oublier que c'est un two-down player. Je veux dire, c'est quelqu'un pour les deux premières tentatives et encore, parce qu'il a vraiment besoin de souffler. Il joue même pas la moitié des snaps. Donc oui, c'est un très bon joueur qui peut apporter vraiment quelque chose, mais moi, je pense qu'un nose tackle, tu peux le trouver genre au troisième tour. Alors peut-être pas du talent de Jordan Davis, mais quelqu'un qui joue aussi peu de snaps finalement et qui a donc aussi peu d'impact dans le game. Je ne sais pas si ça vaut vraiment un choix du premier tour parce que c'est pas Derek Brown des Panthers, c'est pas non plus Vita Vea. Tous ces mecs-là, comme même Dexter Lawrence des Giants, ils apportaient beaucoup plus en pass rush à leur sortie d'université. C'est pas le cas de Jordan Davis. C'est pas que je le critique, j'apprécie ce joueur. Mais pour moi, c'est vraiment une toute fin de premier tour et sinon de deuxième tour. C'est pour ça que, voilà, je préfère miser sur un Odiabo qui, comme le dit très justement Alex, il n'est pas prêt, il est brut techniquement, etc. Mais je préfère y aller sur un edge rusher comme Odiabo. Ça s'entend, en effet, cette logique de voir David Ojabo arriver du côté de Dallas. On passe au 25e choix. Je suis très embêté, monsieur, puisque je vais avoir l'immense honneur de sélectionner pour les Buffalo Bills. Et là, j'ai presque envie de dire, il suffit de se baisser parce que je ne vois pas de besoin extrêmement prioritaire du côté de cette équipe de Buffalo. Encore moins avec notamment les joueurs qui restent. J'ai beaucoup hésité avec un defensive tackle.
J'avoue que Jordan Davis, j'y ai pensé notamment pour prendre la suite, pourquoi pas, d'un Starlot to LA. Ce sera peut-être jugé durement, je ne sais pas. Il y a un choix intéressant qui se présente, un certain Traylon Burks, receveur d'Arkansas. Cole Beasley va commencer à coûter cher. Emmanuel Sanders est en fin de contrat. Stephen Diggs a globalement déçu à Kansas City. Pourquoi pas tenter un autre receveur, même s'il a un physique qui n'est pas sans rappeler Gabriel Davis, il apporte totalement autre chose, avec un Gabriel Davis qui est plus sur de la menace verticale, alors que Traylon Burke, c'est vraiment un danger, peu importe le. C'est un peu le même profil qu'un Kyle Pitts dans le sens où c'est une machine à match-up, que ce soit dans le slot, un peu plus écarté. Enfin, c'est vraiment un joueur qui est. C'est un physique hors norme, mais des capacités athlétiques assez dingues. Et ça continuerait, enfin, ça permettrait encore plus à Josh Allen d'être peut-être un peu moins tributaire de sa faculté à devoir courir à chaque fois pour aller chercher des premières tentatives, continuer de lui offrir des armes supplémentaires. Je le répète, c'est un problème de riche, c'est presque le meilleur joueur disponible selon moi. Donc c'est pour ça que je privilégie en l'occurrence l'attaque et le choix de Traylon Burks. Mehdi, un avis, puisque en l'occurrence ça concerne un receveur. Je pense qu'il a le niveau pour être déjà un receveur numéro 2. Après, est-ce qu'il va l'être? Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il apporte surtout qu'ils n'ont pas un profil comme ça, je crois, dans leur attaque aux Bills, assez grand, qui peut, comme tu as dit, un match-up nightmare. Donc je pense que ça peut être vraiment très très utile pour leur attaque. Peut-être pas à la première saison, même s'il a le niveau, parce qu'il a vu le roster devant lui, mais peut-être dès la deuxième saison, il sera le receveur numéro 2. On nous parle de la O-line, ça aurait pu être une possibilité. Après, je vois pas vraiment de poste ultra problématique. Peut-être, non, j'essaie de voir un petit peu dans ma tête. On a un bon Spencer Brown, par exemple. Sur le oui, peut-être. Pour améliorer le jeu de course. Mais tu as raison sur ton analyse pour Burks. Pour moi, il est hyper complémentaire à ce que, si on part du principe que Diggs reste le numéro 1 et que Davis s'est imposé comme numéro 2, ne serait-ce que par sa performance en playoff, Beasley et Sanders, c'est pas l'avenir. Donc, moi, je trouve que c'est un choix hyper intelligent et j'aime beaucoup les Bills. Donc, s'ils prenaient Burks, je trouverais ça vraiment cool. Jean-Michel, pardon, je vais te laisser donner ton avis sur Traylon Burks à Buffalo en enchaînant sur le 26e choix dont tu es chargé, celui des Tennessee Titans. Écoute, il était dans le mix pour moi pour les Titans. Donc voilà, déjà, ça veut dire que j'aime beaucoup le joueur. Et puis Sanders, c'est free agent. Et puis moi, je trouve que vraiment pour Josh Allen, ce serait un très très bon choix, Traylon Burks. Ouais, effectivement, il est grand, il est costaud, il est rapide en plus. Donc ouais, ça pourrait vraiment faire du sale. Et donc, du coup, il n'est plus là pour les Titans. Donc, du coup, moi, je vais y aller sur la ligne offensive et je vais y aller sur un joueur intérieur. Même s'il a aussi une expérience en tant que tackle et c'est précieux, j'y vais sur Zion Johnson de Boston College. Pourquoi Zion Johnson? Déjà parce qu'il est très bon. Voilà. Je veux dire, en 2020, il a joué tackle, il a été bon. En 2021, il a joué guard, il a été très bon. Au Senior Bowl, il a été testé comme centre, il a été très bon. En plus, il vient de Boston College, là où on sait qu'il y a le fils de l'entraîneur des Titans qui joue. Donc, du coup, il doit bien avoir des insights sur comment il est, son comportement, etc. Et puis, quand tu auras de l'effectif des Titans, oui, il y a Derrick Henry, ça court beaucoup. Donc, un guard comme ça, si fort pour le jeu de course, c'est très intéressant. En plus, quand tu vois que Roger Saffold coûte quand même très cher, que sa coupe coûterait très peu en dead money et ça permettrait une grosse économie. Quand tu vois que leur centre, Ben Jones, est free agent, que donc Zion Johnson peut jouer soit guard, soit centre, écoute, moi, là, pour l'instant, à ce jour, j'y vais sur Zion Johnson aux Titans. Ça me paraît plutôt malin. Oui, on a vu ça leur posait pas de problème de prendre des risques éventuellement, enfin, sur des potentiels reach avec des grosses guillemets. Ça s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Isaiah Wilson. Le triste échec avec Isaiah Wilson, mais en tout cas, voilà, pour un joueur qui n'était pas forcément annoncé au premier tour, ils n'ont pas hésité à prendre des risques. Je pense aussi à Jeffrey Simmons qui avait des problèmes de blessure à l'époque et qu'ils ont quand même été chercher en milieu de premier tour. Donc, Caleb Farley également, tant qu'on parle de joueurs un petit peu fragiles, même si pour l'instant, ce n'est pas encore couronné de succès. Donc, oui, ça peut très bien être un pari tenté par les Titans. Je te rejoins là-dessus. Alex, ton avis sur Zion Johnson du côté de Tennessee? Je rejoins totalement Jean-Michel. La ligne offensive, c'est pas forcément le point fort principal des Titans. Donc, je pense que c'est un ajout. Surtout, voilà, compte tenu des circonstances avec Saffold et Jones, je trouve que c'est vraiment un pic intéressant. Il y a
pas tellement d'autres évidences pour moi à ce moment-là. Donc, je trouve que c'est un choix logique. Très bien. Mehdi, je te laisse éventuellement nous donner ton avis sur Zion Johnson et enchaîner avec le choix suivant, le 27e, qui concerne les Tampa Bay Buccaneers. On a vu la saison dernière qu'il y avait pas mal de blessures quand même du côté de chez les Titans et ça avait quand même grandement désavantagé leur attaque. Donc je pense que Johnson c'est un bon choix, même si c'est pas, je serais pas parti sur ce poste-là, mais c'est un bon choix. Et bon, pour les Bucks, je partirais sur un cornerback, je partirais sur Trent McDuffie. Parce que on a vu que les cornerbacks des Bucks, ça va pas, c'est pas assez bon. Ça, c'est vachement dépendant du pass rush. Ça manque de vitesse et ça manque de constance surtout, ce que peut apporter McDuffie. Très bien. Écoute, oui, ça me paraît pas mal. Profil assez agressif en effet pour pouvoir prendre la suite d'un backfield défensif un petit peu en difficulté globalement. Jean-Michel, ton avis sur Trent McDuffie du côté de Tampa Bay? Ah oui, c'est un très bon joueur. Ouais. En plus, ça serait très complémentaire, je trouve, parce que si Rossine, Carlton Davis et puis Jamel Dean, c'est des gars quand même assez grands. Donc, du coup, pourquoi pas un McDuffie qui est lui un peu plus compact, mais sans doute plus complet. Après, il y a d'autres joueurs qui sont très intéressants et ils ont d'autres besoins aussi, notamment sur la ligne défensive où ils ont beaucoup de free agents. Ils ne pourront pas re-signer tout le monde. Peut-être un receveur aussi avec le départ de Chris Godwin. Il nous en reste quelques zones très, très intéressantes là. Mais sinon, oui, Trent McDuffie, c'est un très bon joueur. Très bien. Alex, l'heure est grave, tu vas pouvoir nous donner ton point de vue sur McDuffie, mais tu as un avis de fonction qui est derrière toi, en l'occurrence, puisqu'on va parler du 28e choix et les Green Bay Packers. Ah oui, même sur la casquette? Ah bah oui. Vivement que tu ailles te coucher avec ton pyjama des Packers. Non, mais ma fille, oui. Moi, non, mais ma fille. Ah oui, d'accord. Monsieur est un homme de goût. Voilà, exactement. La torture infantile. Non, mais sérieux. Ah ouais. McDuffie, je vous rejoins sur ce pic. Ça me semble malin compte tenu de l'irrégularité du backfield des Bucks. Il y avait aussi le poste de receveur qui aurait pu être discuté dans la mesure où on a vu les frasques de Brown et que Godwin est en fin de contrat, parce qu'il était tagué cette saison. Donc voilà, maintenant, ça va dépendre de leur stratégie sportive par rapport à la retraite de Brady aussi. Ils ont peut-être moins besoin d'un receveur parce qu'ils vont peut-être pas forcément jouer les premiers rôles. Enfin, voilà, ça dépend. Donc McDuffie, je valide aussi. Très bien. On nous parle d'un quarterback pour les Packers. Tu pousses le Oui, bien sûr. Ouais. Brock Purdy. Alors, pour Green Bay, clairement, je pense que si on fait le constat de cette saison et en particulier de la défaite en divisional face aux Niners, outre la faillite des équipes spéciales qui a été évoquée, mais qui n'est pas seul responsable, ce qu'il a vraiment manqué tout au long de la saison et particulièrement pendant ce match-là, c'est un receveur numéro 2. Donc, je vais bien sûr partir sur un receveur, compte tenu du fait que les squads des receveurs aux Packers va être plus que dépeuplés, puisque Devante Adams est free agent, Marquez Valdez-Scantling est free agent, Allen Lazare est agent libre restreint, mais il est quand même agent libre, et mon ami Equanimeous St. Brown est également agent libre. Donc, il reste Amari Rodgers qui a brillé par son inutilité et sa médiocrité cette saison. Donc, il faut un nouveau receveur numéro 1 ou dans l'optique où Devante Adams serait retenu par un tag pour une énième last dance. Je pars donc sur Drake London, receveur de USC, qui pour moi est qui est mon receveur préféré de cette QV. Je serais plus que ravi de le voir arriver jusque-là, à condition qu'il soit sélectionné, parce que s'il est dispo et qu'il n'est pas sélectionné, je pense que je peux aller foutre le feu au stade. Mais Drake London, alors évidemment, il y a ce petit problème de blessure en fin de saison qui va peut-être le faire descendre justement jusque-là. C'est un super receveur, il est immense, il fait 6'5", ça doit faire 1m96 ou 97, quelque chose comme ça. Il a joué au basket aussi à USC. C'est, je pense, potentiellement un joueur qui peut devenir le receveur numéro 1 de Jordan Love dans l'optique, dans une optique de refonte totale, ou qui pourrait donc, dans une optique d'une nouvelle danse, être un super receveur numéro 2, très complémentaire à Adams, de par ne serait-ce que ses capacités physiques. Donc voilà, ça coule de source. Je ne vois pas comment on peut ne pas sélectionner un receveur au premier tour cette année.
quand bien même on n'aurait qu'un choix du premier tour si on garde donc les 2 stars dont j'ai parlé. Très bien. Mehdi, un receveur vient d'être sélectionné. Quel est ton avis sur lui? On nous l'a Drake beaucoup réclamé sur le chat, Drake London, je le précise. Ouais, je suis assez d'accord. Donc Drake London, je l'avais très haut aussi. Donc je suis assez surpris aussi qu'il descende aussi bas, mais vraiment très fort. Il sera très bon sur les catchs contestés du fait de son passif de basketteur. Sur les balles 50-50, il est très grand. Franchement, c'est un très bon choix. Je peux valider. Après, si Davante Adams reste, ça fait un peu de doublon, je trouve. Un peu dans le même style, même si que Davante Adams, même s'il est le meilleur coureur de tracé de la ligue, je trouve qu'il est très grand et très bon sur les catchs contestés. Donc, je sais pas. Il est plus petit, Adams, il fait que 1m85. Ouais, mais je sais pas. Je le trouve vraiment impressionnant sur les catchs contestés, Adams. Donc, après, c'est pour ça que je trouve ça pas doublon, mais c'est vrai que London, c'est un très bon choix. Jean-Mi, juste avant que j'enchaîne sur le choix de Miami, j'allais dire il est bon en catch contesté, mais est-ce que c'est parce que au niveau capacité de séparation, c'est un peu plus compliqué? Je pense que ça vient de là aussi. C'est pas le plus rapide. D'ailleurs, il y a d'autres receveurs disponibles qui ont plus de vitesse. Mais après, c'est vrai qu'il a beaucoup de taille. Donc, et c'est important les catchs contestés. Donc, pourquoi pas, oui. Après, moi, sa blessure me fait peut-être un petit peu peur, à voir comment il va revenir. Mais sur le potentiel, c'est un très bon joueur. Très bien. Je vais donc sélectionner en 29e choix avec les Miami Dolphins. Et j'avoue que dans les joueurs potentiellement glamour qui pourraient correspondre à Miami, j'ai du mal à trouver vraiment un choix intéressant. Je ne serais pas étonné qu'il soit tradé d'ailleurs celui-là, qu'on fasse un petit trade down du côté des Floridiens. J'ai mis l'emphase sur l'attaque, qui me paraît être un point important, encore plus avec la récente arrivée de McDaniel. Et comme c'est souvent la tendance chez les héritiers de Kyle Shanahan, on le voit avec Matt LaFleur du côté de Green Bay, même si le MVP est un quarterback. Le jeu au sol, je pense, va être un élément prépondérant. Alors, je vais calmer tout de suite les ardeurs du chat. Ce n'est pas un running back que j'ai pris. Je suis parti sur la ligne. Je pense que Jesse Davis, au poste de tackle, a fait son temps du côté de Miami. Et j'ai choisi de tenter un petit pari, comme ça se fait souvent en fin de premier tour sur les linemen offensifs. J'ai donc sélectionné Bernard Raimann. Je vais la refaire. J'ai donc sélectionné Bernard Raimann, offensive tackle de Central Michigan, qui joueur autrichien, on le rappelle, qui est arrivé sur le tard aux États-Unis, mais qui a vraiment été une petite sensation, alors qu'il a évolué dans un système très axé sur le jeu au sol du côté de Central Michigan, mais qui notamment lors du Senior Bowl a pas mal bluffé de par sa capacité à être efficace sur les blocs, en tout cas sur le pass pro. Il y en a qui le voient comme un tackle gauche, je le vois plutôt à droite, ça tombe bien parce qu'en l'occurrence c'est plus à droite qu'il faudra protéger le quarterback des Dolphins. Donc voilà, il faudra voir éventuellement. C'est vrai qu'il y a un petit pari qui avait été tenté avec Liam Eichenberg l'année dernière et qui n'a pas été très très concluant, parce qu'il me semble que Eichenberg a plutôt joué, jouait pas forcément côté aveugle. Donc faut voir, ça va peut-être redistribuer un petit peu les cartes, mais voilà, j'ai choisi un tackle du coup pour renforcer un peu plus le pass pro dans cette équipe, même si voilà, c'est peut-être pas le lineman offensif le plus glamour de cette classe à l'heure actuelle, ou en tout cas un premier tour vraiment en puissance. Alex, je te sens sceptique. Non, pas du tout. Je trouve que c'est un choix osé, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Clairement, la ligne des Dolphins, c'est pas l'assurance tout risque. On a peu vu Eichenberg, que moi j'aimais bien. Est-ce que ça va être son année? Je sais pas trop. J'espère pour lui, mais on n'a jamais assez de linemen. Donc de toute façon, c'est un bon choix. Tagovailoa, il est en cristal. Il a besoin vraiment de confiance et de sécurité, donc il faut absolument bétonner. Je crois que c'est Griot sur le chat n'est pas tout à fait d'accord. Il nous dit notamment les tackles, ça passera sûrement par la free agency. C'est une possibilité, sachant que la ligne offensive est assez jeune du côté de Miami. Mais en l'occurrence, si l'opportunité se présente, voilà. C'est en l'occurrence la logique derrière ce choix. Jean-Mi, un avis sur Rayman? Il est très bon, puis ça fait plaisir. C'est un Européen. Voilà le deuxième, après Karlaftis, qui est né en Grèce, lui, il est né en Autriche, donc ça fait plaisir. Il a vraiment beaucoup de potentiel à développer. C'est quand même fou de voir le niveau auquel il est arrivé en si peu de temps, parce qu'il vient d'Europe déjà. En plus, il jouait surtout Titan en Europe. Et donc, vraiment, c'est une montée en puissance fulgurante. Après, c'est vrai que moi, je serais peut-être allé plutôt sur un receveur, mais bon, écoute, pourquoi pas. J'avoue, j'ai hésité, mais avec Jalen Waddle l'année dernière, je me suis dit qu'en plus, avec des receveurs qui descendent,
C'était un petit peu le raisonnement derrière. Je me dis que tu as possibilité de drafter, et parce qu'il me semble qu'ils ont 2 deuxième tours, tu as possibilité de prendre et un running et un receveur. Donc, ouais, c'était un petit peu la logique derrière tout ça. Mais bon. Ouais, bien sûr. Ouais. 30e choix, je vais laisser la main désormais, alors, tant que je ne me trompe pas. Le 30e choix, tac. C'est qui déjà le 30e choix? Parce que du coup, j'avais rectifié. Le 30e choix, c'est Alex, pardon. Ouais. J'avais un doute que je l'avais rectifié en interne. 30e choix, donc les Kansas City Chiefs pour toi, Alex, qui prend la direction du Missouri. Je vais partir en défense, même si j'ai vu que certains réclamaient un autre receveur pour les Chiefs. Oui, il en reste pas mal, mais le gros point noir des Chiefs, c'est la défense, en particulier le backfield. Ils se sont fait remonter et laisser avoir par les Bengals en grande partie à cause de ça, d'après moi. Donc, je pars sur le safety Jaquan Brisker. Pour moi, j'aurais pu partir sur un corner, il y a besoin d'un corner, mais à cette position-là, avec les joueurs qui restent, je valoriserais plutôt Brisker dans la mesure où Tyrann Mathieu est free agent. Il ne s'est pas du tout dit qu'ils reviennent. Et Sorensen est absolument catastrophique. Donc, il reste Thornhill qui reste alors jeune, plus tellement parce que c'est quand même déjà, il sort de sa 3e saison, mais relativement irrégulier, j'ai trouvé. Pourtant, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Brisker, il a l'avantage d'être hyper polyvalent et ce qui pourrait justement fitter avec Thornhill, ça serait, je pense, complémentaire. Il sait couvrir, il sait défendre contre la course, il a de belles capacités athlétiques. Pour moi, c'est un choix, voilà, c'est un choix nécessaire, un mal nécessaire d'aller vers la défense, même si avec Mahomes, on aimerait avoir que des feux d'artifice. Mais au bout d'un moment, ça peut pas, ils peuvent pas gagner en mettant 60 points à tous les matchs. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'en prendre 40, quoi. Très bien. Mehdi, Jean-Michel, un avis sur cette sélection des Chiefs? Moi, je t'avoue, Alex, j'aimais bien la possibilité d'un edge, mais après, ça s'entend. De toute façon, je pense qu'en défense, il y a pas mal de besoins éventuels du côté de cette équipe des Chiefs. Ah, ben, de toute façon, par exemple? Ouais, c'était la défense, de toute façon, hein, c'est clair. Bon, après, de toute façon, vous le savez, hein, mais on vous le répète, c'est une mock draft avant Free Agency, donc il va falloir voir ce qu'ils vont faire. Puisque, par exemple, sur le premier rideau, Jaron Reed est free agent, Derek Nady est free agent, donc c'est peut-être là qu'on aurait pu placer Jordan Davis, tu vois. Mais sinon, oui, un safety, un cornerback, c'est vraiment ce qui leur manque. Donc, oui, pourquoi pas Brisker, Daxton Hill ou pourquoi pas le corner Kyrie Elam. Mais moi, je pense aussi que c'est en défense qu'il faut aller parce que ils auront de toute façon largement le temps au 2e tour d'aller prendre des receveurs. Il en reste encore plein de très très bons et il y en aura qui vont glisser jusqu'en fin de 2e tour. Donc j'irai aussi en défense au 1er tour, moi. Mehdi? Pareil, défense. Après, je serais parti plus sur un corner qu'un safety, mais vu qu'il reste plus que Thornhill, je compte même pas Sorensen parce que c'est pas un joueur. Mais ouais, c'est un bon choix. Mais Sorensen est free agent et puis Armani Watts est free agent aussi. En fait, ils ont 3 safety qui sont agents libres et ouais. Et puis, à voir justement avec la free agency, ils vont peut-être re-signer Shavarius Ward, le cornerback. Donc, du coup, avec Ward et Snead, ils ont a priori leur dos titulaire. Donc, oui, pourquoi pas un safety. Pour moi, il y avait une certaine cohérence aussi avec Brisker par son côté polyvalent, un peu comme Mathieu. Mathieu peut jouer strong safety, peut jouer free safety, peut jouer un peu plus dans la boîte, un peu dans le slot. Et pour moi, Brisker, c'est un peu ce profil-là. Donc, c'était un petit peu, c'était dans un souci de cohérence, en fait. Le 31e choix des Cincinnati Bengals, je m'y colle bien entendu, parce que maintenant j'ai désormais le numéro de Zach Taylor, comme tout le monde le sait. On est 2 nouveaux potes. Alors j'avais 2 possibilités. Entre guillemets, le meilleur joueur disponible à mes yeux et ce qui apparaît peut-être comme le besoin prioritaire. J'ai privilégié les tranchées du côté des Bengals, surtout avec les joueurs qui restaient désormais sur le board. J'ai hésité avec Travis Jones. Surtout qu'Ogunjobi et Hill sont free agent, mais je pense qu'ils auront quand même la possibilité d'en signer au moins un des deux pendant l'intersaison. Sauf qu'a priori, il y a un petit peu de cap du côté des Bengals. Du coup, je reste sur la ligne offensive et je sélectionne Jamari Sawyer, garde de Georgia. Alors garde, même si en l'occurrence, il a joué également tackle en universitaire à Georgia. Hein. Principalement, il jouait left tackle. Mais ça peut être une excellente solution en tant que garde, surtout qu'il est extrêmement redoutable sur le run-stop et on l'a répété assez souvent pendant les playoffs que cette équipe des Bengals
notamment sur le jeu de course. Elle avait en tout cas un schéma qui lui permettait d'être extrêmement dangereux et agressif. Donc voilà, c'est ce qui m'incite à aller plutôt sur Jamari Sawyer et à privilégier de nouveau un lineman offensif pour une équipe des Bengals qui en aura eu cruellement besoin sur certaines rencontres au cours de cette saison. Jean-Mi, un avis sur Jamari Sawyer? Oui, ça paraît cohérent. Oui. Déjà, c'est cohérent avec leur draft de l'année dernière où ils avaient drafté un tackle, Carman, pour le faire jouer guard. Donc là, tu draftes un tackle pour le faire jouer guard, c'est cohérent. Et puis, c'est vrai qu'ils ont tellement besoin, avec en plus Quinton Spain qui lui aussi est free agent. Et puis, peut-être qu'il manque un petit peu de gabarit pour jouer tackle, mais en tant que guard, il est vraiment très, très bon, très solide, beaucoup d'expérience. Donc, oui, ce serait un ajout vraiment très, très précieux pour Joe Burrow. Ça me paraît très bien, moi. Ouais. Après, à voir peut-être si les tackles au combine vont performer un petit peu mieux, mais parce que la position est plus importante. Mais sinon, c'est un bon choix. C'est ça. Moi, j'avoue que, je vais le dire très franchement, j'ai Fall Aller et Petit Frère, par exemple, un petit peu plus bas. C'est peut-être que mon cas, hein, mais ça peut être des solutions éventuelles également. Mais c'est vrai que Sawyer a cette possibilité d'être au moins garde dans un premier temps. Et après, à terme, pourquoi pas de devenir un tackle un peu plus intéressant. En tout cas, je trouve qu'il a du potentiel non négligeable sur le pass pro, même si sa marque de fabrique principale, je trouve, c'est avant tout le run-stop. Il y a un côté quand même, c'est des profils, je dirais pas identiques, mais il y a un côté quand même Isaiah Wynn qui présentait un petit peu les mêmes problématiques en sortie de Georgia. Et, exactement. Et on voit que du côté des Patriots, il s'en sort pas trop mal a priori sur le poste de tackle. Je parle sous ton contrôle, Mehdi. Non, mais j'allais dire la même chose. J'allais dire utiliser la même comparaison. On avait des red flags sur Isaiah Wynn quand il est sorti à la draft pour dire il est trop petit, il est pas assez imposant pour jouer tackle. Et au final, il est très très bon. Très bien. On va terminer cette mock draft, messieurs, avec le 32e choix. Mehdi, justement, je vais te laisser la main. Le deuxième choix des Lions dans ce premier tour, qui avait sélectionné donc Kayvon Thibodeau en deuxième choix, le defensive end d'Oregon. C'est un peu du pain béni pour toi avec ce 32e choix. Et je vais partir sur un receveur. Ah bizarrement. Bon Je vais partir sur Chris Olave. Ok. Donc, parce que je pense pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait encore de quarterback, peut-être à part Desmond Ridder, qui vont en premier tour. Mais vu que je pense qu'ils vont être encore dans les bas-fonds de la ligue l'année prochaine, je pense qu'ils ont de la place pour aller chercher un autre quarterback. Et donc Chris Olave, pour moi, c'est le plus solide qui reste. Il est complet, il est polyvalent, il sait tout. Alors, c'est pas le plus flashy, mais je pense que ça peut donner un beau duo avec Amon-Ra St. Brown. Alex, ton avis sur cette sélection des Lions, Chris Olave? Oui, j'aime bien Chris Olave, c'est sûr, c'est un receveur hyper complet qui, déjà l'an dernier, aurait pu se présenter et aurait été premier tour. C'est alors peut-être un poil redondant avec Amon-Ra. Donc, je ne sais pas si c'est le profil pour les Lions. Par contre, c'est un premier tour en puissance. Enfin, ça serait surprenant que ce ne soit pas le cas. Donc, oui, super joueur. Et très bon notamment dans les, en cible intermédiaire. Et pour Jared Goff, c'est bien parce que Jared Goff, lancer la balle à plus de 15 yards, c'est quand même un peu chaud. Donc, voilà, c'est bien. Olave et St. Brown, c'est bien. Très bien. Jean-Michel, pour qu'on termine? Moi, j'y serais allé sur un quarterback, évidemment. Mais sinon, c'est un très bon choix, Olave. Ça, c'est un super joueur. Ça me ferait même presque mal qu'il échappe au premier tour. Donc c'est très bien qu'il y soit. Et puis, les quarterbacks, il en reste quelques-uns, comme Samoa et Reader. Donc, après, il repique en 34. Donc, du coup, il prend Ouais, il repique juste après. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça bataille dans les coulisses de notre mock draft. Là, pour aller chercher les deux QB qui restent, là, c'est... ça bastonne. On n'a pas cité Carson Strong, qui est un peu plus en retrait désormais, mais qui peut très bien être un deuxième tour. Donc, voilà. En tout cas, 3 quarterbacks draftés dans ce premier tour, si je sais compter toujours, avec du coup donc Kenny Pickett qui a été envoyé du côté de Denver, Matt Corral du côté de Washington et Malik Willis du côté de New Orleans. Je vais terminer donc en rappelant les positions 21 à 32 sur cette draft. En numéro 21, on avait donc Derek Stingley, cornerback des LSU, drafté par les New England Patriots. Nakobe Dean, linebacker de Georgia, sélectionné par les Las Vegas Raiders. Les Arizona Cardinals en 23 ont sélectionné Roger McCreary, cornerback d'Auburn. Les Dallas Cowboys en 24 sélectionnent David Ojebo, edge rusher de Michigan. En numéro 25, Traylon Burks, receveur d'Arkansas, sélectionné par les Buffalo Bills. On a ensuite les Tennessee Titans qui récupèrent Zion Johnson, lineman offensif de Boston College. En numéro 27, Trent McDuffie, cornerback de Washington, sélectionné par les Tampa Bay
Buccaneers. En numéro 28, les Green Bay Packers qui mettent la main sur Drake London, receveur de USC. En numéro 29, Bernard Rayman, tackle de Central Michigan du côté des Miami Dolphins. En numéro 30, Jaquan Brisker, safety de Penn State, sélectionné par les Kansas City Chiefs. En 31, Jamari Sawyer, lineman offensif de Georgia du côté des Cincinnati Bengals. Et en numéro 32, Chris Olave, receveur d'Ohio State qui atterrit du côté des Detroit Lions. On a fait le tour, messieurs. On a fait plus ou moins long, on va dire. Une bonne heure et demie, c'est ce à peu près sur quoi on tablait. Merci en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour animer cette émission. N'hésitez pas encore à nous laisser vos retours en toute bienveillance, bien entendu. On rappelle que ce n'est qu'une mock draft et qu'il y a encore de longues semaines à venir pour de toute façon revoir tout ça. Et Jean-Michel en parlait notamment tout à l'heure. La Free Agency qui est prévue dans quasiment pile un mois. Je crois que c'est le 18 mars prochain. Ça va sûrement redistribuer beaucoup de cartes à l'orée de notre prochaine mock. Merci encore à Camille Saraben qui a assuré le coup du côté de la technique, même quand ça a été un petit peu délicat en début d'émission. Merci à Jean-Mi, à Alex, à Mehdi. Et puis on se retrouve donc dès la semaine prochaine, a priori, donc pour un nouveau podcast consacré à la draft. Je crois qu'on parlera dilemme. Donc voilà, d'ici là, restez bien connectés sur Touchdown Actu. Juste peut-être rappeler les réseaux sociaux, je ne l'ai pas dit, donc TD Actu sur Twitter notamment, Zappa13009 pour Jean-Michel, Mehdi_Julien. C'est ça. C'est ça. Et Alexandre_TDA. Non. Ah merde, pardon. Alexandre_TDA. On est démonétisé sur la dernière seconde. Et puis Camille Saraben, et sur Twitter, je ne sais plus. J'avoue, j'ai un trou de mémoire, Camille. Il commence à se faire tard. Mais voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir. Tu m'as dit quoi ? Camille Saraben. Ah voilà, c'est bien ce qui me semble. Je ne vais pas dire une bêtise. Mais si vous voulez tous nous suivre donc sur Twitter, Yellow Radio ça pour moi-même en l'occurrence. Voilà, très bonne semaine à tous en tout cas, très bonne soirée également. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. À très vite. Ciao.